L'espace nous semble un vide sombre et désert. Pourtant, la Voie lactée regorge d'une multitude innombrable d'objets des plus variés. Des astéroïdes à peine visibles aux gigantesques amas d'étoiles. Chacun de ces corps célestes est unique en son genre, mais dans certains cas, la combinaison du hasard et des lois de la nature donne naissance à des structures vraiment étranges et anormales. Il est donc temps d'entreprendre un nouveau voyage fantastique dans les profondeurs de l'espace infini. Tout d'abord, nous parcourons des centaines d'années-lumière pour atteindre un objet cosmique véritablement exceptionnel. Un pulsar double unique, incarnation même des lois de la théorie de la relativité. Ensuite, un long vol à travers l'environnement proche du système solaire nous attend, à la recherche des structures et anomalies spatiales les plus étranges. Puis notre chemin nous mènera vers les exoplanètes les plus insolites, parfois même effrayantes, que les astronomes aient réussi à découvrir à ce jour. Après cela, nous visiterons plusieurs des mondes les plus accueillants et semblables à la Terre, susceptibles d'abriter potentiellement la vie. Et enfin, nous franchirons des centaines d'années-lumière pour nous échapper au-delà de notre galaxie et plonger dans l'obscurité sans fond des vides géants, les supervides. Préparez-vous, c'est parti! Cosmo. L'espace d'abord. 3200 années-lumière de la Terre. Constellation de la Poupe. Le passé lointain. Deux géantes rouges vivent leurs derniers instants de vie. Sous nos yeux, l'une d'entre elles est en train de passer à un nouveau stade de l'évolution stellaire. Le combustible à l'intérieur est presque épuisé et l'étoile commence à se refroidir rapidement. L'équilibre délicat entre les forces de la gravité et la fureur d'une explosion thermonucléaire est irrémédiablement rompu. Des billions de tonnes de matière stellaire commencent à se précipiter inéluctablement vers le centre de l'astre. Ce processus relance la réaction de fusion thermonucléaire incontrôlée à l'intérieur de l'étoile. Une puissante explosion déchire l'astre en morceaux, laissant en son centre un noyau super dense, chauffé à des températures incroyables. La force de l'onde de choc modifie de manière irréversible la structure de la matière stellaire, détruisant complètement ses atomes. Ils sont comprimés en une matière super dense, générant d'innombrables neutrinos. À la place du géant détruit, il reste un minuscule mais très massif caillot de matière. Autour de lui, les coquilles externes de l'étoile morte se dispersent en un nuage grandiose, se transformant en une nébuleuse gazeuse diffuse. À une vitesse vertigineuse, elle entre en collision avec une autre géante rouge située à proximité. Cela provoque l'embrasement de l'étoile, comme le compagnon qui vient de mourir. Et lorsque l'écho de la double supernova se dissipe dans l'espace, il ne reste plus que quelques objets mystérieux, presque invisibles sur le fond du vaste vide cosmique. C'est ainsi qu'à la suite d'une grande catastrophe, des objets spatiaux extrêmement rares et inhabituels que nous appelons étoiles à neutrons voient le jour. À l'heure actuelle, seuls quelques milliers de corps célestes de cette classe ont été découverts, un nombre minuscule par rapport aux étoiles ordinaires. Pour comprendre pourquoi ils sont si rares, il faut étudier les voies d'évolution des étoiles. Selon les idées modernes, le chemin de vie de toute étoile est presque entièrement déterminé par sa masse. Si celle-ci est inférieure à 8 masses solaires, l'étoile, après avoir franchi plusieurs étapes, se transforme en naine blanche à la fin de son évolution. On suppose qu'après des milliards d'années, elle perdra le reste de son énergie et se transformera en un objet hypothétique appelé naine noire. Ce chemin est destiné à plus de 99% des étoiles de l'univers, dont notre Soleil. Si la masse de l'étoile dépasse 8 masses solaires, son évolution suit un chemin différent, conduisant finalement à l'explosion d'une supernova. En conséquence, les coquilles externes de l'étoile sont dispersées dans l'espace environnant, formant une nébuleuse gazeuse diffuse. Au centre du système reste un objet super compact et extrêmement dense, l'ancien noyau stellaire. Son sort ultérieur dépend aussi entièrement de sa masse. Si elle est trop massive, le noyau de l'étoile morte ne pourra pas résister à l'inexorable gravité et se réduira inévitablement en un trou noir. Il existe cependant une autre voie.
Lorsque la masse du vestige stellaire est comprise entre 1,4 et 2,2 masses solaires, une étoile à neutrons se forme. Les forces gravitationnelles à l'intérieur de l'étoile détruisent les noyaux atomiques, formant une matière à neutrons super dense aux propriétés physiques exotiques. Pour plusieurs raisons, les étoiles à neutrons sont extrêmement difficiles à observer et à étudier. Tout d'abord, les corps célestes de cette classe sont extrêmement rares. Selon les calculs, il n'y a qu'un objet de ce type pour 1000 étoiles ordinaires. Deuxièmement, elles sont très compactes et n'émettent pratiquement pas de lumière dans le domaine optique. Par conséquent, avant l'avènement des télescopes à rayons X, il était impossible de remarquer ces objets. Il n'est donc pas surprenant que la première étoile à neutrons n'ait été découverte qu'en 1967, plusieurs décennies après la justification théorique de leur existence. Cela est dû en grande partie à un phénomène inhabituel associé à la loi de conservation du moment cinétique. Grâce à cet effet, la plupart des étoiles à neutrons ont une vitesse de rotation très élevée et l'interaction de leurs champs magnétiques et électriques génère de puissantes explosions de rayonnement répétées avec une périodicité très claire. Ces objets sont appelés pulsars et ils constituent la majorité des étoiles à neutrons découvertes à ce jour. Leurs impulsions sont effectivement détectées par les télescopes à rayons X, même à des distances de plusieurs milliers d'années-lumière. Au total, plus de 3200 étoiles à neutrons ont déjà été découvertes, dont environ 90% sont des objets uniques, les autres faisant partie de systèmes binaires ou multiples. Le plus souvent, le compagnon de ces corps célestes est une géante rouge ou une étoile de la séquence principale. Mais dans certains cas isolés, il s'agit d'une autre étoile à neutrons. Cela se produit lorsque deux étoiles similaires s'approchent de manière synchronisée de la fin de leur cycle de vie et que l'explosion de l'une d'entre elles provoque l'effondrement de la seconde. En raison de la perte d'énergie au cours de la transformation, les restes des noyaux stellaires se rapprochent à une distance très faible, ce qui fait que leur vitesse mutuelle augmente jusqu'à atteindre des valeurs énormes. Et c'est ainsi que s'est formé, selon les hypothèses actuelles, l'étonnant système appelé PSR J0737-3039. Située à une distance d'environ 4500 années-lumière de la Terre, elle a la particularité d'être constituée de deux pulsars très proches l'un de l'autre. Le premier d'entre eux est 34% plus massif que le Soleil et se caractérise par une vitesse de sa propre rotation incroyable. Chaque seconde, l'objet effectue 44 révolutions autour de son axe. Le second pulsar est un peu plus petit et plus lent. Sa masse représente 1,25 fois celle du Soleil et sa période de rotation est de 2,77 secondes. Si nous voulons examiner ces objets de plus près, nous nous rendrons compte que leurs tailles sont extrêmement petites par rapport aux normes cosmiques. Le diamètre de chaque élément du système ne dépasse pas quelques dizaines de kilomètres, ce qu'on ne peut pas dire de leur masse, qui est comparable à celle de la plupart des étoiles connues. La conséquence de ces facteurs est la densité extrêmement élevée de la matière qui compose les pulsars. Et pour comprendre cette question, il faut se pencher sur leur intérieur. L'utilisation de techniques de modélisation mathématique combinées à la théorie de la structure des étoiles à neutrons nous permet d'apprendre même ce qui est caché à la vue directe. La couche la plus externe des objets de cette classe est l'atmosphère. Cependant, pour les étoiles à neutrons, ce concept diffère considérablement de l'enveloppe gazeuse planétaire familière, telle que celle de Vénus ou de la Terre. Pour les deux composantes du système que nous étudions, cette couche ne dépasse pas quelques millimètres d'épaisseur. Cette situation est typique de la majorité absolue des étoiles à neutrons, mais les objets les plus jeunes et les plus chauds de cette classe peuvent avoir une atmosphère de plusieurs dizaines de centimètres. Cette atmosphère est constituée de plasma, c'est-à-dire de restes hautement ionisés de matière stellaire. Il s'agit essentiellement d'atomes d'hydrogène et d'hélium, mais on trouve également des éléments plus lourds. La couche suivante est la croûte externe, qui peut atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Dans cette région, la gravité n'est pas assez forte pour vaincre la répulsion électrostatique entre les électrons et les protons, mais elle est suffisante pour détruire la structure habituelle de la matière. Les particules élémentaires y sont mélangées, mais conservent leur intégrité interne. La croûte externe est soumise à plusieurs forces puissantes, telles que la gravité, le champ magnétique, la répulsion électrostatique et l'inertie centrifuge qui agissent simultanément.
En raison de leur combinaison, la surface des étoiles à neutrons est soumise à des contraintes mécaniques constantes. Périodiquement, elles se manifestent sous la forme de tremblements d'étoiles, des déformations titanesques de la surface de l'objet spatial. En conséquence, des montagnes de quelques millimètres de haut et des fissures d'1 centimètre de large se forment à la surface. Ces chiffres semblent insignifiants, mais à une gravité extrêmement élevée, une montagne d'1 centimètre de haut est analogue à Olympus Mons dans les conditions de Mars. Si nous descendons encore plus bas, nous verrons que cette couche n'a pas de limite claire et s'étend sur plusieurs kilomètres de profondeur dans l'étoile à neutrons. Au fur et à mesure que l'on plonge à l'intérieur de l'étoile, la pression augmente progressivement, ce qui pousse de plus en plus d'électrons dans les noyaux atomiques et déclenche une réaction avec les protons. En conséquence, un neutron se forme, ainsi qu'une particule subtile appelée neutrino, qui quitte presque immédiatement l'intérieur du corps céleste, emportant avec lui l'excès d'énergie. À son tour, sous la croûte interne se trouve le noyau externe, qui est entièrement constitué de matière neutronique. Cette substance étonnante est une multitude de neutrons fortement comprimés, et sa densité est 10 à 15 fois supérieure à celle du noyau atomique. Par exemple, notre planète comprimée au même degré aurait un rayon de seulement 150 mètres, et 1 cm3 de volume contiendrait plusieurs milliards de tonnes de matière neutronique. Les deux composantes du système que nous étudions ont un noyau externe qui s'étend jusqu'au centre de l'objet. Mais les étoiles à neutrons, particulièrement grandes selon les idées modernes, ont également un noyau interne. Sa structure fait encore l'objet d'un débat scientifique. Selon une hypothèse, la pression au centre des étoiles massives peut être si forte qu'elle peut détruire même les neutrons, formant ainsi une hypothétique matière quarkique. Un tel objet est appelé étoile à quark. D'autres hypothèses permettent la formation de noyaux hyperoniques ou kaoniques, constitués de matière exotique aux propriétés très inhabituelles. Cependant, toutes ces structures étonnantes restent du domaine des hypothèses et il n'est pas encore possible de prouver ou d'infirmer leur existence. Si nous examinons le système dans son ensemble, nous découvrons des faits surprenants et intrigants. Tout d'abord, on peut remarquer que selon les calculs, les pulsars de ce système se déplacent rapidement autour d'un centre de masse commun sur des orbites modérément allongées et très compactes. Les observations montrent que la distance moyenne entre les composantes n'est plus que de 800 000 km, soit près de la moitié du diamètre du Soleil. En raison de cette faible distance, la vitesse de déplacement mutuelle des deux objets est très élevée. Elle dépasse 300 km/s, de sorte que les pulsars effectuent une révolution complète autour d'un centre de masse commun en seulement 2,45 heures. Ce mouvement rapide entraîne un certain nombre de phénomènes inhabituels dus aux effets de la théorie de la relativité. Par exemple, les observations montrent qu'au moment de la convergence maximale des pulsars, la période de rotation propre de chacun d'entre eux augmente temporairement de 0,38 millisecondes, après quoi elle revient à ses valeurs précédentes. Cet effet ne peut pas être expliqué du point de vue de la physique classique, mais la théorie de la relativité l'avait prédit bien avant sa détection pratique. Cette anomalie est associée à la dilatation relativiste du temps, qui devient la plus forte exactement au moment de la convergence maximale des objets. Un autre phénomène bien observé se produit lors des éclipses mutuelles et est associé à un décalage vers le rouge anormal détecté dans le spectre de l'un des pulsars. Le fait est que la gravité de la composante la plus proche de nous inhibe le signal de l'objet lointain qui passe à côté d'elle. De ce fait, le rayonnement perd de l'énergie et sa longueur d'onde augmente. On sait également que les orbites de ces corps célestes sont affectées par leur interaction. Cela se traduit par le fait que le point de leur convergence maximale, appelé périastre, se déplace constamment. Ce phénomène appelé déplacement relativiste est connu depuis longtemps des astronomes. Il est généralement enregistré lors de l'étude des corps célestes rapides. Par exemple, l'orbite de Mercure se déplace de 43 secondes d'arc tous les 100 ans. Cependant, le périastre du double pulsar se déplace 140 000 fois plus fortement. Au cours d'une année, il s'écarte de sa position précédente de 17 degrés. Ainsi, PSR J0737-3039 présente le décalage relativiste le plus important de tous les systèmes stellaires connus. Si l'on s'éloigne des chiffres secs et que l'on réfléchit aux planètes hypothétiques qui pourraient se cacher dans ce système étonnant, leur existence est considérée comme improbable, mais toujours possible.
Certains objets éloignés du centre auraient hypothétiquement eu une chance de survivre à la double explosion écrasante des supernovas, tandis que d'autres auraient pu se former plus tard. La réponse à cette question est compliquée par le fait qu'aucune des méthodes répandues de recherche d'autres planètes n'est efficace pour explorer de tels systèmes. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas parler de la viabilité des corps célestes hypothétiques de ce système. Le froid glacial et les radiations mortelles en font des endroits extrêmement inhospitaliers. Les observations montrent que ce double pulsar génère constamment des ondes gravitationnelles, ce qui fait que la distance entre ces composantes diminue régulièrement de 7 mm par jour. Ce phénomène se produit dans tous les systèmes stellaires physiquement multiples, mais il est généralement trop subtil pour être mesuré de manière fiable. Cela nous indique que dans environ 85 millions d'années, les pulsars fusionneront pour former un trou noir. Ce cataclysme grandiose sera à l'origine d'ondes gravitationnelles surpuissantes qui traverseront toute la Voie lactée et atteindront d'autres galaxies bien au-delà. Et l'éruption qui accompagne la fusion pourrait brièvement devenir l'une des étoiles les plus brillantes du ciel terrestre. Quoi qu'il en soit, les échos de cette explosion dévastatrice finiront par s'évanouir sans laisser de traces dans l'infini de l'univers. Selon les normes galactiques, la région de l'espace adjacente au système solaire est considérée comme peu riche à la fois en astres et en autres objets spatiaux. Cependant, environ 50 systèmes stellaires sont déjà connus dans un rayon de 15 années-lumière de la Terre. Certains d'entre eux sont des étoiles uniques, tandis que d'autres incluent 2 composantes ou plus, de sorte que le nombre total d'étoiles dans cette zone atteint 65. Beaucoup d'entre elles ont des exoplanètes et des disques protoplanétaires de gaz et de poussière, dans lesquels le processus de la formation de corps célestes est toujours en cours. Pour explorer toute cette diversité, nous devons cartographier l'environnement immédiat. En nous éloignant progressivement de notre planète natale, nous traverserons des dizaines d'années-lumière de vide cosmique et visiterons de nombreux mondes lointains. Il est temps d'aller vers les étoiles. À une distance de 6 années-lumière du Soleil, nous atteindrons notre première cible, la petite naine rouge GJ 699, également connue sous le nom d'étoile de Barnard. Elle est remarquable du fait qu'elle se déplace dans le ciel à une vitesse incroyable et qu'elle est capable de traverser le disque de la Lune en 180 ans. La raison est non seulement la faible distance à l'objet, mais aussi le mouvement propre très rapide de l'étoile. L'étoile de Barnard s'approche du système solaire à une vitesse d'un peu plus de 100 km/s et deviendra dans environ 10 000 ans l'étoile la plus proche de nous. À ce moment-là, la distance entre elle et le Soleil ne sera que de 3,8 années-lumière. Cependant, même à une telle distance, la faible lueur de la naine rouge ne sera pas suffisante pour la voir sans instrument optique. La masse de l'astre n'est que de 17% de celle du Soleil et son rayon est environ 6 fois plus petit. Comme toutes les naines rouges, l'étoile de Barnard est plutôt froide. Sa température de surface n'est que de 3134 Kelvin, soit un peu moins de 2900 degrés Celsius. Compte tenu de ces données, il n'est pas surprenant que la luminosité de l'objet soit 2300 fois inférieure à celle de notre étoile. En 2018, les résultats de 20 ans d'observation du mouvement propre de l'étoile ont été publiés, ce qui peut servir de preuve de la présence d'une exoplanète à proximité. Les calculs disponibles montrent qu'il s'agit d'une super Terre froide d'une masse d'au moins 3,2 masses terrestres. La planète nommée GJ 699b est située à une distance d'environ 0,4 unités astronomiques du centre du système et effectue une révolution complète autour de l'étoile mère en 233 jours. Malheureusement, l'orbite de la planète est située de telle manière qu'elle ne passe pas entre la Terre et l'étoile mère. Il est donc presque impossible de procéder à une analyse spectrale de l'objet. Cependant, la modélisation mathématique est capable de nous fournir quelques informations à ce sujet. Comme l'étoile de Barnard est peu lumineuse, son compagnon planétaire reçoit d'elle 50 fois moins d'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Pour cette raison, la température à la surface du corps céleste est extrêmement basse, seulement 105 Kelvin ou moins 168 degrés Celsius. Toutefois, il ne peut être exclu qu'en raison des perturbations des marées ou de la désintégration radioactive, suffisamment d'énergie ait été libérée dans les entrailles de la planète pour former un océan souterrain chaud. Si cela est vrai, alors la vie potentielle dans ces profondeurs aurait eu suffisamment de temps pour se développer tranquillement,
car parmi les étoiles connues, l'étoile de Barnard est apparemment l'une des plus anciennes. Son âge, selon les calculs, dépasse 10 milliards d'années, ce qui ne représente que quelques pourcents de la durée de vie prévue d'une étoile. En raison de sa proximité et de sa bonne direction de mouvement, l'étoile de Barnard est l'un des objets prioritaires pour les voyages interstellaires potentiels. Mais seul l'avenir nous dira si des vaisseaux spatiaux artificiels seront un jour capables de l'atteindre. Pendant ce temps, de l'autre côté du Soleil, se trouve presque à l'exact opposé une naine rouge peu lumineuse. On parle bien sûr de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, située à 8,6 années-lumière de notre planète. Vue de la Terre, cette étoile semble être une seule source de lumière. Cependant, une étude plus détaillée a révélé qu'il ne s'agit pas d'un objet unique, mais d'une étoile binaire. À l'heure actuelle, les deux composants du système sont à la distance maximale l'un de l'autre, environ 30 unités astronomiques. L'étoile principale, également appelée Sirius A, est une étoile brillante bleu-blanc, d'une masse 2 fois supérieure à celle du Soleil. Dans le même temps, son diamètre est supérieur de 70% à celui du Soleil, et sa température de surface atteint 10 000 Kelvin. Grâce à cela, Sirius A émet 25 fois plus d'énergie que notre étoile. Le deuxième objet, connu sous le nom de Sirius B, est à peine visible sur le fond de son compagnon brillant et massif. C'est une naine blanche, d'un rayon d'environ 6000 km, dont la masse est très proche de celle du Soleil. Comme toutes les étoiles de ce type, sa température de surface est extrêmement élevée et atteint 25 000 Kelvin. Cependant, en raison de sa petite taille, la luminosité de cette naine blanche est environ 1000 fois inférieure à celle de sa compagne stellaire. Après de longues et persistantes recherches, aucun signe de la présence de planètes n'a été trouvé dans les environs de Sirius. La raison en est peut-être à la fois le petit âge du système stellaire et l'emplacement particulier du plan de l'écliptique. De ce fait, les exoplanètes hypothétiques ne passent pas entre la source lumineuse et la Terre et ne peuvent donc pas être détectées par une méthode de transit. Une autre hypothèse est qu'il y a environ 120 millions d'années, Sirius B aurait épuisé son carburant stellaire et s'est transformée en géante rouge. Peu de temps après, elle aurait perdu ses coquilles extérieures, se transformant en une naine blanche compacte et très chaude. En conséquence, le disque protoplanétaire de gaz et de poussière qui entourait le jeune système stellaire à cette époque aurait été détruit par cette explosion. Ces restes ont disparu dans l'espace environnant, privant les planètes en formation d'une chance de survivre. À l'heure actuelle, les deux composants du système se déplacent autour d'un seul centre de masse sur des orbites modérément allongées, faisant une révolution complète en 50 ans. Au cours des 60 000 prochaines années, Sirius se rapprochera progressivement de la Terre, devenant plus brillante et plus visible dans le ciel nocturne. La distance minimale sera d'environ 7,5 années-lumière, après quoi le système s'éloignera lentement de nous. Cet état de fait durera encore environ 660 millions d'années, après quoi Sirius A subira le même sort que sa compagne. Pendant une courte période, un flash puissant augmentera sa luminosité de 1000 fois. Cependant, en quelques mois, l'étoile s'éteindra complètement, disparaissant du ciel pour toujours. En quittant le voisinage de Sirius, transpercé par la lumière ultraviolette destructrice et le vent stellaire, nous manœuvrons autour du système solaire pour atteindre une petite étoile située à 14 années-lumière de la Terre. Dans divers catalogues, elle est connue sous différents noms, dont l'un est Wolf 1061. L'étoile est une naine rouge avec un rayon d'environ 30% de celui du Soleil. Sa masse est environ 4 fois inférieure à celle de notre étoile. Et la température de surface est de 3272 Kelvin, soit environ 3000 degrés Celsius. Wolf 1061 est extrêmement peu lumineuse, comme tous les objets de sa classe. Sa luminosité n'est que de 0,14% du Soleil, l'étoile n'est donc pas visible de la Terre à l'œil nu. Cependant, cette naine rouge possède l'un des environnements planétaires les plus abondants et les plus diversifiés parmi les systèmes stellaires les plus proches de nous. Dans son voisinage ont été découvertes 3 exoplanètes, et toutes 3 sont rocheuses et de composition proche de la Terre. Dans le même temps, les conditions sur chacun de ces 3 corps célestes diffèrent considérablement.
La première exoplanète la plus proche de l'étoile mère s'appelle Wolf 1061b. Elle est située à une distance de 0,038 unités astronomiques du centre du système et fait une révolution complète autour de lui en 5 jours environ. La masse de l'objet est comprise entre 1,5 et 2 masses terrestres, et son rayon est 20% plus grand que celui de notre planète. Il est tout à fait probable que le corps céleste soit en rotation synchrone et soit constamment tourné vers l'étoile d'un même côté. Pour cette raison, la température du côté de l'objet est extrêmement élevée, et les éruptions et le vent stellaire d'une étoile proche excluent pratiquement la présence d'une atmosphère. Tous ces facteurs rendent l'exoplanète totalement inadaptée à l'apparition et au maintien de la vie. Le deuxième objet du système, Wolf 1061c, est situé à 0,089 unités astronomiques de l'étoile et fait une révolution complète autour d'elle en 18 jours environ. Ainsi, il se trouve dans la zone habitable de l'étoile et peut être considéré comme un corps céleste potentiellement habitable. Wolf 1061c est environ 3 à 4 fois plus massif que notre planète et appartient à la classe des super-Terres. Les observations montrent que son rayon est d'environ 1,6 fois celui de la Terre et que la gravité à la surface, selon les calculs, est 60% plus élevée que celle à laquelle nous sommes habitués. L'exoplanète reçoit sensiblement moins d'énergie de son étoile que la Terre du Soleil. Sa température d'équilibre est donc beaucoup plus basse. Il fait 223 Kelvin, soit environ moins 50 degrés Celsius, ce qui est légèrement supérieur à la température de Mars. Cependant, compte tenu des fluctuations de température diurnes et saisonnières, de l'eau liquide peut exister à la surface du corps céleste. En présence d'une atmosphère dense avec un effet de serre évident, cette probabilité est encore plus élevée et les conditions sur la planète peuvent s'approcher du confort. De toutes les exoplanètes potentiellement habitables connues à ce jour, Wolf 1061c est l'une des plus proches, se classant 5e sur la liste. Le troisième objet du système est connu sous le nom de Wolf 1061d. Il se déplace le long d'une orbite sensiblement allongée, au point le plus éloigné de laquelle la distance entre la planète et l'étoile mère atteint 0,73 unités astronomiques. Le périhélie de l'orbite est situé beaucoup plus près du centre du système, environ à 0,21 unités astronomiques. Dans le même temps, la rotation annuelle complète du corps céleste prend environ 217 jours terrestres. Selon les calculs, la masse de Wolf 1061d est d'environ 7,7 masses terrestres. Si ce corps céleste est un objet rocheux, alors son rayon est d'environ 1,7 fois celui de la Terre. Si la planète est une mini-Neptune avec une atmosphère multicouche épaisse, sa taille devrait être d'au moins 2,2 fois le diamètre de notre planète. Malgré l'excentricité orbitale relativement élevée, Wolf 1061d n'entre jamais dans la zone habitable de son étoile. Apparemment, le corps céleste est inadapté au maintien de la vie, mais peut présenter un grand intérêt scientifique du point de vue de l'évolution planétaire. Ce système est l'une des cibles prioritaires des recherches futures. Il est donc probable que de nouvelles découvertes y soient faites prochainement. Entre autres choses, l'étoile Wolf 1061 est remarquable en ce qu'elle est située presque tout au bord du dénommé nuage interstellaire local. C'est une région de l'espace remplie d'hydrogène chaud, mais extrêmement raréfié. Sa température est d'environ 7000 Kelvin, et dans 1 cm3 d'espace, on ne trouve en moyenne que 0,3 atomes. C'est environ la moitié de la moyenne de la Voie lactée. Le système solaire s'est déplacé à travers le nuage local au cours des 10 000 dernières années. Son diamètre moyen est d'environ 30 années-lumière, mais notre système est situé presque à sa périphérie. Par exemple, Alpha du Centaure est déjà dans le dit nuage G voisin. Mais nous passerons environ 2000 ans de plus dans notre propre nuage, après quoi nous entrerons dans une zone encore plus raréfiée et chaude. Le nuage interstellaire local s'est formé à la suite de la collision de 2 bulles géantes de gaz cosmique chaud. Il a sa propre impulsion de mouvement, dirigée perpendiculairement à la direction du mouvement du système solaire, ainsi qu'un champ magnétique et un rayonnement. Néanmoins, malgré la haute énergie des particules de gaz interstellaires qui composent le nuage, rien ne menace les organismes terrestres. Le vent solaire les protège de manière fiable contre l'hydrogène de l'espace et l'atmosphère dense de la Terre subit l'impact des particules qui traversent quand même l'héliosphère. Cependant, les traces de l'isotope du fer 60, également appelé interstellaire, ont été trouvées dans les glaces de l'Antarctique. On suppose qu'il a été amené sur Terre précisément à partir du nuage interstellaire local.
Poursuivant notre voyage dans l'espace extra-atmosphérique, nous trouverons bientôt une étoile plutôt inhabituelle, nommée Apécolumbae, située à 27,4 années-lumière de la Terre. Tout d'abord, elle attire l'attention par le fait qu'elle est née il y a seulement 40 millions d'années, à une époque où les dinosaures s'étaient depuis longtemps éteints sur notre planète. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cet événement s'est produit dans une région complètement différente de la galaxie, à 450 années-lumière de la position actuelle de l'objet. Habituellement, les jeunes astres restent près de leur berceau stellaire pendant assez longtemps, jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Si nous analysons le mouvement propre de Apécolumbae, il s'avère qu'elle a très probablement appartenu à l'amas ouvert IC 2391. Il compte environ 30 étoiles, unies par une origine et une direction de mouvement commune. Cependant, il y a plusieurs millions d'années, l'une d'elles a explosé, rompant le délicat équilibre établi de nombreux corps célestes. Cette catastrophe a donné à la jeune étoile un élan supplémentaire qui l'a forcée à quitter rapidement le lieu de sa naissance. Étant une très petite naine rouge avec une masse de seulement 13% de celle du Soleil, cette étoile émet 4 fois plus d'énergie que tout autre corps céleste connu, avec les mêmes paramètres. De plus, son rayon est 2 fois supérieur à la valeur calculée selon la théorie moderne de la structure stellaire. Curieusement, une autre caractéristique inhabituelle de l'étoile a aidé à obtenir des réponses à ces énigmes. Le fait est que selon l'analyse spectrale de son rayonnement, la substance stellaire de Apécolumbae contient une quantité anormalement élevée de lithium. Habituellement, cet élément se trouve en abondance dans les cailloux protostellaires, mais s'éteint rapidement après le début d'une réaction thermonucléaire. Cela signifie que cet astre est une très jeune étoile en formation, qui n'est même pas encore entrée dans la phase de séquence principale. En conséquence, Apécolumbae se distingue par l'instabilité et sa nature explosive. Elle est soumise à de fortes éruptions et éjections de matière stellaire, au cours desquelles sa luminosité peut augmenter jusqu'à 10 fois pendant une courte période. Habituellement, de tels phénomènes constituent une menace pour les exoplanètes proches, arrachant leur atmosphère et stérilisant la surface avec un rayonnement ultraviolet. Mais les observations montrent qu'il n'y a pas de grands objets spatiaux à moins de 4,5 unités astronomiques de cette étoile. Apparemment, son âge est trop petit pour la formation de planètes à part entière. Néanmoins, c'est un corps céleste unique, très important pour comprendre le processus d'évolution stellaire précoce. Comme nous avons pu le voir, toutes les étoiles n'ont pas de système planétaire. Donc notre prochain arrêt est situé près de la naine orange Gliese 370, qui est à 37 années-lumière de la Terre. En 2011, une seule exoplanète a été découverte à sa proximité, désignée Gliese 370b. L'objet a été découvert à l'aide de la méthode des vitesses radiales et a une masse de 3 à 4 masses terrestres. Selon les idées modernes sur la formation des corps célestes, le monde découvert est très probablement une planète rocheuse dont le rayon est d'environ 30% plus grand que celui de la Terre. Dans de telles conditions, la gravité à sa surface devrait dépasser la gravité telle que nous la connaissons d'au moins 40%. Gliese 370b est située à une distance de 0,26 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution annuelle complète en 54,4 jours terrestres. Ainsi, l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Si la valeur d'albédo de sa surface est proche de celle de la Terre, alors la température moyenne du corps céleste devrait être d'environ 25 degrés Celsius, soit plusieurs degrés de plus que sur Terre. Le fait que l'exoplanète soit suffisamment loin de l'étoile mère suggère qu'elle n'est pas en rotation synchrone et qu'elle a son propre cycle diurne. Cela contribue à une répartition plus équitable de la chaleur sur la surface d'un corps céleste et par conséquent peut causer un climat plus doux. Une gravité modérément élevée devrait aplatir le relief de la planète, ce qui, combiné à une abondance d'eau liquide, peut provoquer la formation de mers spacieuses, chaudes et peu profondes. De tels endroits sont traditionnellement considérés comme les plus confortables pour l'origine et le maintien de la vie. Au moment de sa découverte, Gliese 370b était considérée comme l'une des exoplanètes les plus attractives pour la vie biologique potentielle. Cependant, les études les plus récentes ont suggéré que les conditions à sa surface sont un peu moins confortables qu'on ne le pensait auparavant. En particulier, il est possible que l'atmosphère d'un corps céleste soit trop dense et ait un effet de serre évident. Cependant, même selon les prévisions les plus pessimistes, la température moyenne à la surface de l'objet ne dépasse pas 78 degrés Celsius, ce qui correspond à une plage de température d'environ 30 à 100 degrés Celsius.
Considérant que le climat de notre planète durant la période archéenne était à peu près le même, Gliese 370b reste une exoplanète très attractive pour la recherche de vie extraterrestre, ce qui signifie que ces recherches vont se poursuivre. Si nous nous arrêtons un moment et regardons autour de nous, nous constaterons que nous nous sommes déjà éloignés du système solaire de plus de 50 années-lumière. Dans ce rayon, il y a plus d'1 millier d'étoiles, dont la plupart sont uniques. D'autres objets sont des étoiles binaires ou même groupes d'astres. Castor en est l'exemple le plus frappant, un système complexe et étonnant composé de 6 composants à la fois. Ce système stellaire est situé à 50 années-lumière de la Terre et est visible à l'œil nu comme une seule source de lumière. Castor est connu des gens depuis l'Antiquité, étant le second objet le plus brillant de la constellation des Gémeaux et le 23e dans tout le ciel étoilé. Étant donné que le système a 6 composants, il a une structure assez complexe. Les 2 plus brillants d'entre eux, Castor A et B, sont des étoiles bleu-blanc similaires à Sirius, chacun ayant un satellite proche, une naine rouge. La distance entre les centres de masse et ces étoiles binaires est d'environ 110 unités astronomiques, et il leur faut 445 ans pour accomplir une révolution. À environ 600 unités astronomiques de Castor A et B se trouve un autre système binaire à contact, constitué d'une paire de naines rouges très similaires. La masse de chacun d'eux est d'environ 0,6 masse solaire et la température de surface est d'environ 3900 Kelvin. Les 2 étoiles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles passent moins de 20 heures sur une révolution complète. Elles se déplacent autour du centre de masse commun de tout le système sur une orbite elliptique très allongée, avec une période de révolution d'environ 14 000 ans. Jusqu'à présent, aucune exoplanète confirmée n'a été découverte dans le système Castor. Cependant, si elles existent, elles sont très probablement situées ici, près du composant le moins lumineux du système. Par exemple, en 2018, les astronomes ont détecté des fluctuations dans la période orbitale de Castor C, ce qui implique qu'il pourrait y avoir une naine brune près d'elle d'environ 49 fois plus massive que Jupiter. Selon les calculs, elle est située à 14 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en 54 ans. Il est possible que, comme de nombreuses naines rouges, Castor C possède des exoplanètes rocheuses situées à proximité de l'étoile. Dans ce cas, le ciel d'un objet aussi hypothétique devrait être un spectacle vraiment incroyable. D'une part, une partie importante de celui-ci est occupée par 2 astres rouges cramoisis, encerclant le ciel sans cesse, et d'autre part, le crépuscule éternel qui disperse la lumière d'une paire d'étoiles, dont chacune est des centaines de fois plus brillante que la Lune de la Terre. Il est encore impossible de vérifier si c'est effectivement le cas. Malgré le fait que les étoiles que nous avons visitées soient séparées par de grandes distances, elles font toutes partie d'une seule structure d'une longueur totale d'environ 300 années-lumière. Elle s'appelle la bulle locale et comprend non seulement des milliers d'étoiles, mais également plusieurs grandes structures, dont le nuage interstellaire local. La bulle locale s'est formée à la suite d'explosions successives de plusieurs supernovas, survenues il y a entre 10 et 15 millions d'années. C'est un nuage géant de gaz interstellaire chauffé jusqu'aux millions de Kelvin. En raison de la température élevée, le gaz a tendance à se dilater. Sa densité est donc environ 10 fois inférieure à la moyenne de la galaxie. De plus, l'hydrogène ionisé chaud émet constamment des rayons X. Cependant, les champs magnétiques du Soleil et de la Terre, ainsi que l'atmosphère de la planète, nous protègent avec succès des rayonnements nocifs. La bulle locale borde d'autres formations qui lui ressemblent. Par exemple, un peu éloignée de la direction du mouvement du système solaire se trouve la dite bulle 1, formée par des explosions de supernovas au voisinage d'Antares. Pendant longtemps, cette structure cosmique géante a interagi activement avec notre bulle, ce qui a provoqué la formation de densités grandioses situées dans la zone frontalière. Le centre de la bulle voisine est à environ 500 années-lumière de nous, et après plusieurs dizaines de millions d'années, le système solaire atteindra sa périphérie. Notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles et au moins 1000 milliards d'exoplanètes. Chacun de ces corps célestes est unique et possède des propriétés inimitables. Parmi les étoiles de la Voie lactée, il y a aussi bien des supergéantes capables d'engloutir des systèmes stellaires entiers que de très petites étoiles à peine visibles au milieu de l'immense abîme cosmique. Certaines d'entre elles suivent leur chemin en solitaire, tandis que d'autres rejoignent des paires ou même des systèmes complexes composés de nombreux objets différents.
Obéissant aux lois immuables de la gravité, des amas d'étoiles scintillants et des associations majestueuses apparaissent dans la Voie lactée, entourées de nuages sombres et de bulles d'hydrogène chaud. Si nous examinons une région de l'espace d'un rayon de 50 années-lumière autour de notre Soleil, nous y découvrirons environ 2000 étoiles. Nous avons déjà étudié les plus remarquables d'entre elles, comme l'étoile de Barnard Rapide, la mystérieuse Proxima Centauri, la brillante Sirius ou le système multiple aux facettes variées complexes nommé Castor. Aujourd'hui, il est donc temps d'aller beaucoup plus loin. En s'éloignant de notre système solaire à une distance suffisante, nous découvrons qu'il se trouve dans ce que l'on appelle la bulle locale. Cette structure géante est une région d'hydrogène chaud et raréfié, entourée d'une couche de poussière cosmique froide. On pense qu'elle s'est formée à la suite d'une explosion presque simultanée de plusieurs supernovas puissantes, et elle atteint actuellement un diamètre d'au moins 300 années-lumière. De telles structures sont appelées superbulles et peuvent parfois aller au-delà même des limites du disque galactique. Nous nous trouvons dans une condensation locale au sein de la bulle locale, appelée nuage interstellaire local. Dans environ 8 milliards d'années, c'est-à-dire relativement tôt par rapport aux normes cosmiques, notre système le quittera et entrera dans les limites d'une région encore plus vaste, appelée la bulle de la boucle 1. Cette superbulle est située vers le centre de notre galaxie et sa taille est comparable à celle de la nôtre. Elle est partiellement entrelacée avec la bulle locale et ses frontières sont assez floues, de sorte qu'il est particulièrement difficile de déterminer la distance exacte qui nous en sépare. Actuellement, cette valeur est estimée entre 250 et 300 années-lumière. Le centre de cette structure cosmique géante se trouve en dehors de la trajectoire du système solaire, à environ 500 années-lumière de la Terre, près d'une étoile brillante nommée Antares. Une étoile inhabituelle et remarquable située près de la limite conventionnelle des deux bulles est Spica, également connue sous le nom d'Alpha Virginis. Cette étoile est l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne de notre planète et est facilement visible à l'œil nu. Les calculs montrent que Spica se trouve à environ 250 années-lumière et qu'il s'agit d'une étoile multiple formée de 5 composantes. D'après les observations, 3 des 5 composantes sont des étoiles éloignées, dont aucune n'est visible depuis la Terre sans l'aide d'instruments optiques. Les plus petites d'entre elles, connues sous le nom de Spica B et Spica C, sont des objets de très faible luminosité situés à la périphérie du système et particulièrement difficiles à observer. Le premier se trouve à environ 6000 unités astronomiques du barycentre du système, tandis que le second est situé encore plus loin, à environ 14 000 unités astronomiques. Un autre composant, Spica AC, est situé à proximité immédiate du centre du système, accomplissant une révolution complète en environ 660 jours. Il s'agit d'une étoile bleu-blanc 4,4 fois plus massive que notre Soleil, avec un rayon orbital d'environ 4 unités astronomiques. Le principal objet d'intérêt pour les astronomes reste cependant l'étoile binaire brillante que l'on désigne communément sous le nom de Spica. Ces deux composantes sont très proches l'un de l'autre, à tel point que même les meilleurs télescopes modernes sont incapables de les distinguer en tant qu'objets distincts. De telles étoiles sont appelées doubles spectroscopiques et les paramètres de chaque astre sont calculés à partir des changements périodiques dans le spectre global. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que l'objet principal de ce système, désigné sous le nom de Spica AA, est une étoile géante bleu-blanc. Elle est environ 11,4 fois plus massive que notre étoile et son rayon équivaut à 7,5 fois celui du Soleil. En même temps, la température de surface de cette étoile dépasse 25 000 Kelvin, ce qui la rend plus de 20 000 fois plus lumineuse que le Soleil. C'est donc Spica AA qui contribue le plus au rayonnement total du système. Son compagnon stellaire immédiat, Spica AB, représente une luminosité significativement moindre. Il n'est que 2254 fois plus brillant que notre étoile. Sa masse équivaut à 7,2 masses solaires et son rayon dépasse celui de notre étoile d'environ 3,7 fois. On sait également que Spica AB est une étoile extrêmement chaude. Sa température de surface atteint 20 900 Kelvin, soit environ 20 600 degrés Celsius. Selon les calculs, la distance entre les composantes n'est que de 0,12 unités astronomiques, soit 4 fois moins que la distance entre Mercure et le Soleil. Cette proximité extrême fait que la puissante gravité déforme les deux astres, leur conférant une forme allongée et ellipsoïdale.
Le spectre total de Spica présente une structure très complexe. Premièrement, les observations montrent que chacune des composantes constitue une étoile variable de type Beta Cephei. Les processus qui se déroulent à l'intérieur entraînent des pulsations permanentes de leur surface, générant ainsi de puissantes ondes de choc. Ces pulsations résultent de la superposition de dizaines de rythmes distincts, bien que leur séparation s'avère particulièrement difficile. Deuxièmement, chacun de ces objets possède sa propre vitesse de rotation. Normalement, les systèmes binaires serrés synchronisent leurs mouvements grâce aux forces de marée, mais dans le cas de Spica, chaque étoile tourne à son propre rythme. L'absence de synchronisation est très probablement liée à la jeunesse de cette étoile binaire. Selon les calculs, elle serait née il y a seulement 12,5 millions d'années. Toutefois, on ne peut pas totalement exclure l'hypothèse selon laquelle les composantes de Spica seraient nées dans des lieux distincts pour ensuite s'être mutuellement attirées. Si les théories modernes de l'évolution stellaire sont correctes, la composante principale du système n'appartient plus à la séquence principale et arrive en fin de combustion thermonucléaire. Elle commencera bientôt à se dilater et à se refroidir, ce qui pourrait entraîner un transfert de matière stellaire vers la seconde composante. Ce processus, appelé accrétion, a une influence significative sur les deux étoiles impliquées. Ainsi, la composante la plus petite augmente sa masse, devenant progressivement plus lumineuse, mais achève également son cycle de vie plus rapidement. On estime que dans quelques millions d'années, ce processus aboutira à l'explosion d'une supernova de type 2. Spica est le candidat le plus proche de nous pour ce phénomène cosmique exceptionnel. Finalement, l'énergie interne de la plus grande des étoiles sera insuffisante pour résister à l'inexorable implosion gravitationnelle. Après quoi elle se contractera, puis explosera, éjectant ses couches externes dans l'espace environnant. Le recul de l'explosion sera très probablement suffisant pour rompre le lien gravitationnel entre les deux étoiles, propulsant l'une d'elles en vol libre. Au final, l'étoile double brillante sera remplacée par une étoile à neutrons minuscule et très dense, presque invisible dans le domaine optique. Par ailleurs, la boucle 1 renferme de nombreuses autres étoiles brillantes, dont l'association géante Scorpion-Centaure, qui, selon les dernières estimations, pourrait regrouper plus de 2000 astres. D'après l'hypothèse actuellement admise, c'est précisément dans cette région que se trouvaient plusieurs étoiles massives ayant explosé en supernova quasi simultanée, il y a quelques 15 millions d'années. Cet événement a provoqué la formation de cette gigantesque bulle d'hydrogène, hautement ionisée que nous connaissons sous la dénomination de boucle 1. Les modélisations indiquent que la température du gaz interstellaire dans ce secteur galactique dépasse le million de Kelvin, tandis que sa densité reste extrêmement faible. On y détecte qu'environ 50 000 atomes par mètre cube. Cette valeur est environ 10 fois inférieure à la moyenne de la Voie lactée et 100 à 200 fois plus faible que dans l'espace circumterrestre, c'est-à-dire l'espace qui nous est familier, dans lequel se trouvent presque tous les satellites et les stations orbitales. Une température aussi élevée fait que le gaz à l'intérieur de la bulle crée en permanence un rayonnement de fond très faible mais à haute fréquence. Heureusement, la vie potentielle à l'intérieur de ces limites n'est pas menacée, car le vent stellaire d'une étoile de faible masse suffirait à dévier ces radiations. Si toutefois ce rayonnement parvenait à atteindre une exoplanète hypothétique, les couches supérieures de son atmosphère seraient parfaitement capables de l'absorber avec succès. En fait, l'association Scorpion-Centaure s'étend bien au-delà du périmètre de la superbulle de la boucle 1. Par exemple, une nébuleuse massive, dense et sombre connue sous le nom de sac de charbon en fait partie. Depuis la Terre, elle apparaît comme une tache d'obscurité absolue dans la constellation de la Croix du Sud, d'autant plus remarquable qu'elle recouvre une partie de la Voie lactée. Adjacente à boucle 1, cette nébuleuse constitue sa frontière naturelle et représente un gigantesque nuage de poussière interstellaire. Le sac de charbon est situé à environ 600 années-lumière et son diamètre est estimé à environ 30-35 années-lumière. Dans le ciel nocturne de la Terre, elle couvre 24,2 degrés carrés, soit 138 fois la surface de la pleine Lune ou environ un tiers de la surface totale de la Croix du Sud. La nébuleuse elle-même ne contient pratiquement pas d'étoiles observables à l'œil nu, mais avec de puissants télescopes, nous pouvons voir quelques étoiles brillantes à l'arrière de la nébuleuse. Leur lumière est fortement dispersée lorsqu'ils traversent le nuage de poussière,
de sorte qu'une grande partie de l'information sur les objets situés derrière le sac de charbon est irrémédiablement perdue. Les calculs montrent que dans quelques millions d'années, en raison de la rotation de la galaxie, cette nébuleuse sera éclairée par la lumière des étoiles et se transformera très probablement en un spectacle incroyablement beau. Une tache géante multicolore dans le ciel nocturne. Au bout d'un certain temps, sa propre gravité la comprimera suffisamment pour déclencher le processus de formation de jeunes étoiles, et le sac de charbon se transformera en un étincelant amas dispersé. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers l'association Scorpion-Centaure, nous observons que la majorité de ces étoiles qui la composent se trouvent dans l'espace relativement propre et vide de la bulle géante. Cependant, en périphérie, les conditions environnementales diffèrent radicalement. C'est là que s'accumulent les poussières cosmiques déplacées par les vents stellaires, les ondes de choc des supernovas et l'hydrogène incandescent en expansion. C'est ici, à 440 années-lumière de la Terre, qu'une étoile jeune et extrêmement lumineuse, Zeta Ophiuchi, trace sa course à travers une nébuleuse diffuse. Ce corps céleste est une géante bleue, environ 20 fois plus massive que notre Soleil. L'analyse spectrale révèle une température superficielle moyenne excédant 35 000 Kelvin, ce qui signifie que son pic d'émission se situe dans l'ultraviolet lointain. Les analyses du mouvement de l'objet montrent qu'il faisait autrefois partie de l'association Scorpion-Centaure, mais qu'à la suite d'un événement quelconque, il l'a quitté et s'en éloigne maintenant à grande vitesse. La poussière cosmique qui entoure cette étoile absorbe et diffuse la majeure partie de la lumière qu'elle émet. Sans ce phénomène, Zeta Ophiuchi pourrait figurer parmi les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne de la Terre, car en raison de ses dimensions imposantes et sa température extrême, elle émet 74 000 fois plus d'énergie que le Soleil. Grâce à ce fait, l'étoile est aujourd'hui non seulement bien visible dans le ciel nocturne, mais elle figure également parmi les 100 objets les plus brillants. Le mouvement de Zeta Ophiuchi, combiné au vent stellaire extrêmement puissant, génère une onde de choc lumineuse en forme d'hémisphère dans la direction de son vol. La luminosité de ce phénomène cosmique permet de déterminer l'activité du vent stellaire. Les calculs montrent que cette étoile perd environ 1,1 fois 10 puissance moins 7 masses solaires par an. En d'autres termes, tous les 9 millions d'années, la masse d'un Soleil est éjectée dans l'espace environnant. Les observations spectrales de Zeta Ophiuchi révèlent que sa surface pulse intensément sous l'effet d'ondes de choc générées par les processus internes du corps céleste. En outre, la rotation de cette étoile est très rapide. Elle effectue une révolution complète en un jour environ, et la vitesse de la matière à l'équateur de l'astre atteint 400 km par seconde. C'est pourquoi la forme de Zeta Ophiuchi est loin d'être sphérique. Alors que son rayon équatorial dépasse le rayon solaire de plus de 9 fois, le rayon polaire atteint à peine 7,5 fois. La température de l'étoile présente également une distribution inhomogène, variant de 30 700 Kelvin à l'équateur jusqu'à 39 000 Kelvin au pôle. En outre, les calculs montrent qu'en raison de la rotation ultra rapide de l'astre géant, celui-ci est au bord de la dislocation. S'il tournait ne serait-ce qu'un peu plus vite, les forces centrifuges le déchireraient. Bien que son âge de 3 millions d'années soit insignifiant à l'échelle cosmique, Zeta Ophiuchi a déjà dépassé la moitié de son cycle de vie et deviendra bientôt une géante rouge avant d'exploser en supernova, laissant derrière elle une étoile à neutrons. Un peu à l'écart de cette étoile géante se trouve un objet dont les propriétés lui sont radicalement opposées. La distance qui le sépare de la Terre n'est connue qu'approximativement, et selon les calculs, elle est d'environ 400 années-lumière. Ce corps céleste n'est pas visible à l'œil nu depuis notre planète et n'a donc pas de beau nom. Au lieu de cela, il est connu par un indice difficile à prononcer que vous pouvez lire sur vos écrans. Cet objet céleste est une étoile à neutrons, vestige d'un astre brûlé ayant survécu à l'explosion d'une supernova. Bien que sa masse excède celle de la plupart des étoiles, sa taille est comparable à celle d'un petit astéroïde. C'est pourquoi ce corps céleste n'est pas visible, même dans les télescopes optiques les plus modernes, mais il émet de puissantes impulsions de rayons X qui peuvent être détectés à des milliers d'années-lumière de distance. Pendant longtemps, la communauté astronomique ignora l'existence de ces objets spatiaux. Ce n'est qu'avec le développement de télescopes à rayons X, capables de voir l'espace dans un spectre invisible pour l'homme, qu'on a pu les détecter.
En outre, les étoiles à neutrons sont très rares dans l'univers, environ 1000 fois plus rares que les étoiles ordinaires. Compte tenu de tous ces faits, il n'est pas surprenant que l'objet dont nous parlons ait été découvert relativement tard, dans les années 90 du siècle dernier, et qu'il soit toujours le représentant de sa catégorie la plus proche de la Terre. Il est évident qu'un spécimen aussi proche de nous a suscité un vif intérêt chez les astronomes et une volonté d'étudier sous tous les angles cet objet cosmique inhabituel. Les premières mesures ont révélé une température extrêmement élevée à la surface de ce corps, si bien qu'il a longtemps été considéré comme un candidat au rôle d'une hypothétique étoile à quarks. Mais par la suite, les données ont été considérablement affinées et l'objet s'est avéré être une étoile à neutrons ordinaire, bien que très rare, très jeune et très chaude. On suppose que ce corps céleste s'est formé à la suite de l'explosion d'une supernova il y a environ 1 million d'années. Il a un rayon de 12 km et une température de surface de plus de 250 000 Kelvin selon les dernières données. Cette valeur semble incroyable car la majorité absolue des étoiles à neutrons que nous connaissons ont des températures de quelques milliers de Kelvin seulement, ce qui est comparable aux étoiles ordinaires. Cependant, les calculs confirmés par des observations montrent qu'au moment de leur naissance, ces objets peuvent atteindre plusieurs millions de Kelvin. Par la suite, ils se refroidissent très rapidement, alors trouver une étoile à neutrons aussi chaude, située de surcroît à une distance relativement faible de la Terre, c'est une grande chance. En étudiant ces objets, les astronomes acquièrent des connaissances précieuses sur l'évolution de ces corps célestes mystérieux. Malgré des modèles théoriques avancés, de nombreux aspects de la physique des étoiles à neutrons restent incomplètement compris. Par exemple, selon les calculs, le champ gravitationnel des objets supercompacts et supermassifs doit déformer l'espace environnant à un tel point que leur description exige de corriger les lois physiques qui nous sont familières. Au voisinage des étoiles à neutrons, cette distorsion se combine à des champs magnétiques ultra puissants pour produire des phénomènes physiques impossibles à observer dans la majeure partie de l'univers. L'un de ces phénomènes, connu sous le nom de biréfringence du vide ou d'effet Euler-Heisenberg, a été découvert ici, près de l'étoile à neutrons la plus proche. Il consiste en ce que la lumière traversant un champ magnétique intense dans une zone de gravité élevée dévie de son mouvement rectiligne, se divisant en plusieurs rayons ayant des plans de polarisation différents. Il est remarquable que cet effet ait d'abord été prédit théoriquement, puis obtenu dans des laboratoires terrestres et seulement récemment, en 2016, détecté dans la nature, juste à proximité de cette étoile à neutrons. À ce jour, elle reste le seul objet à démontrer de manière fiable ce phénomène fantastique, même si ces dernières années, des signes indirects de sa détection et de celle d'autres corps célestes similaires ont été observés. Bien entendu, les recherches sur cet étonnant objet cosmique se poursuivent, car nous ignorons encore beaucoup de choses sur la structure et l'évolution des étoiles à neutrons. En revanche, pratiquement à l'opposé de l'association Scorpion-Centaure et de la superbulle qui l'entoure, dans la direction de la célèbre constellation du Taureau, se trouvent deux magnifiques amas stellaires. Le plus proche d'entre eux, les Hyades, se situe à environ 150 années-lumière de nous. Cette structure cosmique représente un amas ouvert semi-détruit par la gravité de la Voie lactée, âgé d'environ 650 millions d'années. À l'époque de sa formation, sa masse totale dépassait 1200 masses solaires, mais depuis lors, la plupart des étoiles ont quitté l'amas. De nos jours, le cœur des Hyades forme un condensé stellaire extrêmement dense d'environ 10 années-lumière de diamètre, où les étoiles sont particulièrement rapprochées. Autour de ce noyau se trouve une zone de marée d'un rayon d'environ 30 années-lumière, regroupant une population stellaire dont la masse totale avoisine les 250 masses solaires. De plus, deux très longues traînées stellaires s'étendent depuis le corps principal des Hyades, dont la longueur, selon les observations, dépasse 2500 années-lumière. On considère que leur formation résulte de l'influence gravitationnelle du noyau massif de notre galaxie sur l'amas. L'un de ces flux stellaires est dirigé vers le centre de la Voie lactée, et le second dans la direction opposée, vers le bord du disque galactique. Bien que les Hyades soient connus des hommes depuis l'Antiquité, ces structures n'ont été formellement découvertes qu'en 2018. Ceci s'est produit grâce à l'analyse du mouvement propre de nombreuses étoiles de la Voie lactée précédemment non associées à l'amas. Au total, les Hyades comptent plus de 700 étoiles pour une masse combinée de 435 masses solaires. Parmi ces astres, on ne trouve pas d'objets trop massifs. Ces derniers ont déjà terminé leur évolution et se sont transformés en naines blanches.
Actuellement, l'amas compte 4 géantes rouges qui achèvent progressivement leur cycle de vie et 9 naines blanches qui ont déjà épuisé leurs réserves de combustible thermonucléaire. Par ailleurs, les observations ont révélé 27 naines brunes, des objets particuliers trop petits pour devenir des étoiles, mais trop grands pour être considérés comme des planètes. À l'œil nu, on peut distinguer plus d'une dizaine d'étoiles dans l'amas. Et l'un des membres les plus massifs, brillants et intéressants des Hyades est Upsilon Tauri, portant également le nom traditionnel d'Ain ou d'œil du taureau. Cette étoile est située à environ 150 années-lumière de la Terre et est visible dans le ciel nocturne sans l'aide d'un télescope. Elle a déjà quitté la séquence principale et évolué en une géante orange avec un noyau d'hélium entouré d'une enveloppe peu dense et pas très chaude selon les normes stellaires. Actuellement, Ain a une masse de 2,7 fois celle du Soleil, un rayon dépassant 12,5 fois celui de notre étoile. Sa température de surface est inférieure à celle du Soleil et est d'environ 4900 Kelvin ou un peu plus de 4600 degrés Celsius, tandis que sa luminosité, grâce à ses dimensions imposantes, dépasse d'un facteur 80 celle de notre étoile. Upsilon Tauri est actuellement l'une des plus grandes étoiles près desquelles des exoplanètes ont été découvertes. L'objet céleste baptisé Amateru fut identifié en 2007, devenant ainsi la première exoplanète détectée au sein d'un amas ouvert. L'objet tourne autour de l'étoile mère sur une orbite modérément allongée, effectuant une révolution complète en 645 jours environ. La distance moyenne entre la planète et le centre du système est d'environ 1,9 unités astronomiques, mais en raison de sa longue trajectoire, elle peut varier considérablement au fil du temps. De plus, la proximité d'autres étoiles massives peut perturber le mouvement du corps céleste. Par exemple, en 2023, des déviations oscillatoires dans la trajectoire de cette exoplanète ont été enregistrées, pouvant résulter aussi bien des effets de marée de l'étoile mère que de l'influence des étoiles voisines. Amateru a une masse 7,6 fois supérieure à celle de Jupiter et un rayon 18% plus grand que celui de la plus grosse planète du système solaire. En raison de la forte luminosité de l'étoile centrale, la température moyenne calculée d'Amateru est assez élevée. Elle est de 541 Kelvin ou 268 degrés Celsius. Ce corps céleste peut donc être attribué à la classe des super-Jupiters chauds. Il est également très probable que de gros satellites d'une taille proche de celle de Mars ou même de la Terre se trouvent à proximité de ce corps céleste. Toutefois, la probabilité que ces corps célestes hypothétiques soient potentiellement habitables est faible. Malheureusement, ce système stellaire est au stade final de son évolution, car l'étoile centrale a presque épuisé ses réserves de combustible stellaire. Bientôt, elle se débarrassera de ses enveloppes externes et se transformera en naine blanche, et les planètes environnantes seront soit détruites au cours de ce processus, soit figées après son achèvement. En outre, après environ 30 millions d'années, les Hyades perdront leur cohésion gravitationnelle et se dissiperont définitivement. Les étoiles qui les composaient se disperseront dans la galaxie, et seuls des signes indirects indiqueront leur origine commune. Si nous nous aventurons plus profondément dans l'abîme cosmique, nous atteindrons bientôt un autre important amas stellaire. Il est situé à environ 445 années-lumière de la Terre et s'appelle Pléiade. Selon les calculs, cet amas ouvert comprend environ 3000 objets d'une masse totale de plus de 800 masses solaires. Toutefois, à ce jour, seulement 1200 étoiles sont répertoriées dans les catalogues, les autres restant inexplorées. On estime notamment qu'environ un quart des objets de l'amas sont des naines brunes, trop faibles et trop froides pour être détectées parmi leurs voisines plus brillantes. On montre que l'âge de cet amas est de 115 millions d'années, ce qui est assez avancé pour ce type de structure. D'après les calculs, les 2/3 des étoiles qui le composaient ont déjà quitté l'amas. À l'origine, les Pléiades étaient comparables à la nébuleuse d'Orion en termes de luminosité et de taille. La modélisation montre que dans 500 millions d'années, il n'y subsistera plus que quelques centaines d'étoiles, dont la plupart seront de petite taille et peu lumineuses, comme des naines rouges et brunes. Et lorsque l'âge de l'amas atteindra 1 milliard d'années, il ne conservera que quelques dizaines d'objets. Si d'ici là les Pléiades s'approchent d'un objet massif comme un nuage de gaz et de poussière ou un amas globulaire, leur désintégration surviendrait encore plus rapidement. L'étoile la plus brillante de l'amas est Alcyone, également connue sous le nom d'État du Taureau.
Cet objet est situé à une distance de 440 années-lumière de la Terre et représente une étoile multiple composée de 4 éléments. Toutefois, 3 d'entre elles ne sont pas visibles à l'œil nu. La luminosité de ce système provient principalement du géant bleu-blanc Alcyone A, dont la masse est d'environ 6 masses solaires. Selon les calculs, son rayon est estimé entre 8,5 et 10 rayons solaires. Par ailleurs, l'analyse du rayonnement de ce corps céleste révèle qu'il présente une rotation extrêmement rapide. La vitesse des couches externes à l'équateur stellaire atteint 215 km/s, soit environ 100 fois plus que celle du Soleil. En conséquence, Alcyone A est fortement déformé et présente une forme d'ellipsoïde aplati. La force centrifuge combinée à un puissant vent stellaire provoque l'éjection de particules depuis sa surface, formant une nébuleuse annulaire chaude autour de son équateur. La température moyenne de surface de l'astre est de 12 250 Kelvin, mais elle est plus basse à l'équateur et est nettement plus élevée au pôle, ce qui entraîne une distribution inégalée de luminosité sur son disque. En moyenne, Alcyone A est plus de 2000 fois plus lumineuse que le Soleil. Selon les modèles modernes d'évolution stellaire, l'âge de cet astre est estimé à environ 70 millions d'années. Cet âge est nettement inférieur à l'âge moyen des Pléiades qui s'élève à quelques 130 millions d'années. Cette situation pourrait signifier qu'Alcyone A été capturé par l'amas après sa formation. Les autres composantes du système se situent à une distance considérable de son centre, de l'ordre de 10 000 unités astronomiques ou plus. Les étoiles connues sous le nom d'Alcyone B et C sont des étoiles bleu-blanc de la séquence principale, dont la première est même visible à l'aide de simples instruments optiques comme des jumelles ordinaires. La seconde se distingue par sa luminosité qui varie avec une périodicité remarquablement précise. Pendant un intervalle de 1 heure et 8 minutes, la luminosité d'Alcyone C augmente progressivement d'environ 5% pour revenir ensuite graduellement à sa valeur initiale. Ce phénomène est lié au processus interne de l'étoile qui génère des ondes de choc périodiques parcourant sa surface. Quant au quatrième composant du système, Alcyone D, il s'agit d'une étoile blanc-jaune légèrement plus massive et plus grande que le Soleil. En ce qui concerne les systèmes planétaires de ces astres, leurs recherches n'ont pour l'instant abouti à aucun résultat. Peut-être se trouvent-ils sur des orbites difficiles à observer, où ils ont subi l'effet destructeur des forces de marée exercées par les étoiles massives voisines. Quoi qu'il en soit, la forte activité de leurs étoiles mères rendrait très probablement la vie impossible sur ces planètes. En embrassant du regard la région autour du système solaire sur un rayon de plusieurs centaines d'années-lumière, nous constatons qu'elle abrite non seulement une multitude d'astres des plus variés, mais aussi d'immenses nuages de poussière sombre, des bulles d'hydrogène surchauffées et d'autres objets extraordinaires. Pourtant, en s'éloignant encore davantage, on se rend aisément compte que cette zone n'est qu'une infime portion de l'espace situé en bordure du majestueux bras galactique d'Orion. À l'échelle de la Voie lactée tout entière, elle est presque invisible. Quant à notre galaxie, elle-même n'est qu'un grain de poussière scintillant parmi les gigantesques amas et les vides sans fond qui composent la structure à grande échelle de l'univers. L'esprit humain peine à appréhender et à se représenter cette infinie diversité cosmique, et plus encore, à accepter que nous n'en percevons peut-être qu'une infime partie. En règle générale, parmi la grande variété d'autres mondes, une attention particulière est attirée par soit les planètes potentiellement habitables avec des conditions confortables et un climat tempéré, soit au contraire des objets extrêmement dangereux qui se démarquent parmi les autres. Cependant, il existe une troisième catégorie. Ce sont des corps célestes anormaux présentant un comportement étrange qui est parfois difficile à expliquer d'un point de vue scientifique. De tels objets défient nos connaissances et méritent une attention particulière. Et c'est à eux qu'appartient le monde suivant. Année 2009. Les environs du système Kepler 413. Un objet inconnu passe entre notre planète et une étoile lointaine, réduisant sa luminosité pendant une courte période. Les astronomes, confondant cet événement avec un transit exoplanétaire standard, annonce la découverte d'un nouveau corps céleste. Des calculs de haute précision permettent même de déterminer ses paramètres.
La planète s'avère être une géante froide avec une masse d'environ 25 masses terrestres et un rayon d'environ 40% de celui de Jupiter. Cependant, après 180 jours, le prochain transit prévu n'a pas eu lieu. La planète, si clairement visible dans les anciennes données, semblait s'être évaporée sans laisser de traces. L'explication de ce phénomène mystérieux pourrait être une tache sombre dans la photosphère de l'étoile ou un nuage de poussière géant se déplaçant dans son environ. Mais ces hypothèses ont été dissipées sans laisser de traces, lorsqu'après 800 jours, l'objet mystérieux est revenu aussi inopinément qu'il avait disparu. La planète hypothétique a éclipsé 5 fois le disque de l'étoile mère, après quoi elle a de nouveau disparu. Cependant, la clé de l'énigme a déjà été trouvée. Il s'est avéré que Kepler 413b a une orbite extrêmement inhabituelle. Le corps céleste est situé près d'une étoile binaire à une distance de 0,36 unités astronomiques du centre de masse commun du système. Sa trajectoire subit constamment des perturbations gravitationnelles, et la gravité variable de 2 étoiles proches déplace considérablement le plan de l'orbite, provoquant des oscillations cycliques. Lorsque la déviation atteint son maximum, l'objet quitte le champ de vision, puis y revient à nouveau. Les calculs montrent que l'orbite de Kepler 413b oscille avec une fréquence d'environ 11 ans, s'écartant de la moyenne de 2,5 degrés dans chaque direction. L'axe de rotation propre de la planète change aussi considérablement sa position. Son angle d'inclinaison maximale atteint 30 degrés. Combiné avec l'excentricité notable de l'orbite et son décalage périodique, cela conduit à un changement étrange des conditions climatiques à la surface. La région qui reçoit le maximum de lumière de l'étoile mère se déplace constamment de l'équateur vers les pôles et inversement, ce qui entraîne de brusques changements de température. Il est probable que ce processus génère d'énormes ouragans à l'échelle planétaire, dont la taille peut dépasser la grande tache rouge de Jupiter. Les courants d'air peuvent transporter des nuages de glace à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde, perdant progressivement leur stabilité et s'effondrant. Pendant ce temps, la collision et la déformation des tourbillons peuvent provoquer des émissions atmosphériques grandioses, capables d'échapper à la gravité de la planète et d'atteindre l'espace ouvert. Selon les calculs, elles y passeront un certain temps avant que les forces gravitationnelles ne les absorbent. Tous ces phénomènes incroyables font de la planète un endroit très inhospitalier. Cependant, même elle peut sembler être une île de tranquillité par rapport au monde suivant. « 190 années-lumière de la Terre. Les environs du système HD 80606. Près de cette naine jaune, étonnamment similaire dans ses paramètres au Soleil, tourne une planète au climat extrêmement instable. Comme une comète géante, elle s'approche rapidement de l'étoile mère. Elle est ensuite brûlée par les rayons chauds de sa couronne, puis elle s'éloigne à la périphérie du système. L'objet est une géante gazeuse, dont la masse est 4 fois la masse de Jupiter et le rayon diffère légèrement de celui de Jupiter. Au point le plus éloigné de l'orbite, la planète est à 0,88 unités astronomiques de l'étoile mère et reçoit à peu près la même quantité de chaleur que la Terre reçoit du Soleil. On suppose qu'à ce moment des nuages constitués de gouttelettes de vapeur d'eau, de cristaux de glace ou encore de microparticules de quartz puissent se condenser dans son atmosphère. Et la température à la surface des hypothétiques satellites de la géante gazeuse peut atteindre des valeurs terrestres. Cependant, à mesure que la planète s'approche de son étoile, les conditions sur celle-ci changent très rapidement. En 55 jours, la distance entre elles est réduite de près de 30 fois et le flux d'énergie de l'étoile augmente de 800 fois. Les observations montrent qu'au point le plus bas de l'orbite, la température de l'exoplanète double environ en seulement 6 heures, de 500 à 1200 degrés Celsius. De tels changements brusques conduisent aux ouragans les plus puissants, dont la vitesse peut atteindre 5 km/s. Absorbant une quantité incroyable de chaleur, l'atmosphère de la géante gazeuse se dilate si rapidement qu'elle forme des ondes de choc qui peuvent se répercuter à plusieurs reprises autour de la planète entière. La vapeur d'eau, sous l'influence de la température, se décompose en oxygène et en hydrogène, et les cristaux de quartz s'évaporent sans laisser de traces, pour se condenser plus tard en nuages de sable géant. Selon toute vraisemblance, HD 80606b est la seule planète de son système. La gravité d'une autre étoile proche a non seulement déformé son orbite, mais a également fait des ravages sur le disque protoplanétaire. Par conséquent, les chances de rencontrer d'autres gros objets à proximité sont très faibles. Cependant, la déstabilisation du système planétaire due à l'interaction des corps célestes n'est pas si rare.
1530 années-lumière de la Terre, les environs du système Kepler-36. L'objet central de ce système est une sous-géante jaune. Sa masse est proche de celle du Solaire et son rayon est supérieur de 62% au rayon de notre étoile. Près de l'étoile, deux planètes tournent rapidement, une super-Terre rocheuse et une mini-Neptune chaude. Tous les 97 jours, elles s'approchent à une distance extrêmement proche, seulement 1,9 million de kilomètres, soit environ 20 fois moins que la distance minimale entre la Terre et Vénus. À de tels moments, leur attraction mutuelle devient la cause de cataclysmes planétaires, mais plusieurs jours passent et les corps célestes divergent à nouveau, jusqu'à la prochaine résonance. Selon les calculs, l'interaction gravitationnelle entre les planètes au point d'approche le plus proche est environ 13 fois plus élevée qu'entre la Terre et la Lune. En particulier, cette influence devrait se manifester à la surface d'une planète rocheuse. Sous l'influence de forces titanesques, sa croûte peut se fissurer et se déplacer, provoquant des tremblements de terre d'une puissance incroyable. Les failles qui en résultent peuvent atteindre des centaines de kilomètres de longueur et devenir la cause de multiples éruptions de volcans géants. Il est probable que certaines régions de la planète n'aient pas le temps de se refroidir en une si courte période de calme relatif et soient des mers toujours tourbillonnantes de magma chaud. Les raisons de la formation d'un système aussi inhabituel font encore l'objet de débats. On sait maintenant que la super-Terre, appelée Kepler-36b, est située à une distance de 0,12 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en 14 jours. Sa masse est 3,8 fois supérieure à celle de la Terre et son rayon est 1,5 fois supérieur à celui de notre planète. Selon les calculs, la température de l'objet est de 980 Kelvin, soit un peu plus de 700 degrés Celsius, et la densité moyenne est d'environ 30% supérieure à celle de la Terre. Sur la base de ces données, on suppose que le corps céleste peut être une planète chthonienne, le noyau d'une géante gazeuse qui a perdu son atmosphère. Ces objets contiennent de nombreux métaux lourds tels que le fer et le plomb, ainsi que des composés de soufre et de silicium. Il est fort probable que les éléments légers, qui constituaient autrefois la coquille dense et épaisse du corps céleste, aient pu s'échapper dans l'espace sous l'influence du vent stellaire. N'oubliez pas non plus la gravitation de la seconde planète, qui pourrait potentiellement contribuer à ce processus. Cet objet s'appelle Kepler-36c et appartient très probablement à la classe des mini-Neptunes chaudes. Le corps céleste se déplace sur une orbite presque circulaire avec un rayon de 0,13 unités astronomiques et fait une révolution complète en 16 jours. Sa masse est 7 fois supérieure à celle de notre planète et son rayon est de 3,7 fois celui de la Terre. Du fait de la proximité avec l'étoile, la température de l'objet est également très élevée, à 928 Kelvin, soit 655 degrés Celsius. Selon les idées modernes sur la structure des exoplanètes, ce corps céleste est entouré d'une épaisse atmosphère multicouche, composée principalement d'azote, d'hydrogène et d'hélium. Avec l'augmentation de la profondeur, la pression à l'intérieur de la coquille gazeuse augmente et elle passe progressivement dans l'océan de fluide supercritique entourant le noyau solide. Pendant ce temps, sous certaines conditions, des phénomènes vraiment fantastiques sont possibles. Par exemple, la gravité d'une planète plus massive a le potentiel de capter les satellites de sa compagne plus petite, et les forces de marée peuvent les détruire et former de vastes flux d'astéroïdes. De plus, l'influence gravitationnelle mutuelle des deux planètes déforme leur orbite, modifiant l'excentricité et d'autres paramètres. De ce fait, l'ensemble du système se comporte de manière chaotique et imprévisible, et son évolution ne peut être calculée sur aucune période de temps. La modélisation montre qu'avec une probabilité de 91%, les deux planètes rentreront en collision au cours des 70 millions d'années à venir, donnant lieu à des centaines de milliers de débris qui se disperseront dans tout le système planétaire, augmentant encore ainsi le chaos en son sein. Il est possible que des cataclysmes grandioses similaires se soient déjà produits plus d'une fois dans le système suivant. 434 années-lumière de la Terre. À 4 unités astronomiques de la jeune étoile semblable au Soleil se trouve un objet étonnant, officieusement appelé Super Saturne. C'est une naine brune ou une grande géante gazeuse d'une masse d'environ 20 masses de Jupiter. Les observations montrent qu'il s'agit d'une jeune planète d'environ 15 à 16 millions d'années qui est encore en formation. La majeure partie de son atmosphère est constituée d'hydrogène et d'hélium, et à l'intérieur se trouve un noyau métallique massif. Cet objet est entouré d'un système d'anneaux, comme celui de Saturne, mais de taille beaucoup plus impressionnante. Selon les résultats du passage de transit, au moins 37 anneaux distincts ont été identifiés,
le rayon extérieur du plus grand d'entre eux atteignant environ 0,6 unités astronomiques. Ceci est comparable à la taille de l'orbite de Vénus et environ 640 fois plus grand que le rayon des anneaux de Saturne. Selon les calculs, la masse totale du disque circumplanétaire dépasse la masse de la Terre et son comportement manifeste des signes de caractère aléatoire. La modélisation mathématique montre que de telles structures ne sont pas stables et sont progressivement détruites. Certains de leurs objets constitutifs perdent de la vitesse et tombent sur la planète centrale, tandis que d'autres, au contraire, accélèrent et quittent le disque pour toujours. Cependant, ce processus est considérablement prolongé dans le temps et peut s'éterniser sur plusieurs centaines de millions d'années. En outre, une grande rupture d'un rayon d'environ 0,4 unités astronomiques a été enregistrée dans le système d'anneaux, ce qui est considéré comme une preuve indirecte de l'existence dans cette région d'un exosatellite d'une masse d'environ 80% de celle de la Terre. Selon les idées modernes sur la physique des corps célestes, c'est précisément un tel objet qui est capable de nettoyer son orbite de petits débris, formant une large rupture dans la structure en forme d'anneau. En plus de cela, les observations indiquent la présence d'au moins 2 autres corps célestes, dont chacun a une masse d'environ 30% de celle de la Terre et sont situés à une distance d'environ 0,25 unités astronomiques du centre de la naine brune. Par analogie avec les grandes planètes que nous connaissons, on peut supposer que juste sous l'influence gravitationnelle de l'objet central, plusieurs centaines d'exolunes, y compris assez massives, peuvent être localisées. La modélisation d'un tel système, prenant en compte le rayonnement de l'étoile-mère, le flux de chaleur de la planète géante et les influences des marées, montre que la température des corps célestes qui le composent peut approcher des valeurs confortables. On ne peut qu'imaginer à quel point le ciel nocturne sera enchanteur depuis la surface d'une telle exolune. À cette distance, la naine brune occupe 70 fois plus de surface dans le ciel que la pleine lune, et sa douce lueur peut dissiper l'obscurité, transformant la nuit en un crépuscule brumeux. Au lieu d'un rideau d'étoiles, les cieux de la planète d'un horizon à l'autre sont traversés par d'énormes bandes lumineuses. Dans le même temps, les forces de marée d'un corps massif à proximité peuvent provoquer de nombreuses éruptions à la surface du satellite, et son océan hypothétique peut submerger la Terre de vagues géantes. La largeur de la zone de marée dans de telles conditions peut atteindre des centaines de kilomètres, ce qui nous permet de la considérer comme une zone climatique unique, quelque chose d'intermédiaire entre la Terre et le fond de l'océan. Néanmoins, il convient de rappeler que ces structures, en règle générale, sont instables et changent assez rapidement d'apparence, au point de ne plus être reconnaissables. À l'heure actuelle, il est difficile de dire combien de temps nous pourrons admirer les anneaux géants et ce qu'ils deviendront après des millions d'années. Il est difficile de contester que la vie est l'un des phénomènes les plus étonnants, les plus complexes et les plus mystérieux de l'univers. Bien que nous l'étudions depuis des milliers d'années, de nombreuses questions importantes à son sujet restent sans réponse. Et la principale d'entre elles est de savoir dans quelle mesure la vie biologique est répandue au-delà de notre planète. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas encore dire avec certitude si la biosphère terrestre est un phénomène unique ou si elle est apparue comme le résultat naturel d'une longue évolution. Il n'est pas surprenant que la recherche de vie au-delà de la Terre représente l'un des domaines scientifiques les plus importants. Et afin d'identifier les corps célestes les plus prometteurs à cet égard, l'indice de similarité avec la Terre, ou IST, a été développé. Il est basé sur 2 paramètres principaux, le niveau de gravité à la surface du corps céleste et sa température d'équilibre. Selon les scientifiques, ce sont ces paramètres qui déterminent à quel point un autre monde pourrait ressembler à la Terre et que les conditions à sa surface pourraient être favorables à une vie hypothétique. L'avantage indéniable de l'IST est sa simplicité, car lorsqu'une exoplanète est découverte, il est généralement possible de déterminer approximativement son orbite, sa masse et sa taille, et ces données suffisent à calculer les paramètres de base de l'indice. Cependant, malgré tout son attrait, cet indice ne prend pas en compte de nombreux facteurs essentiels au maintien de la vie. C'est pourquoi nous allons formuler notre propre système d'évaluation, en prenant l'IST comme base et en le complétant par plusieurs paramètres importants. L'un d'eux est l'activité de l'étoile-mère. On sait que les éruptions fréquentes et les éjections de matière stellaire qui caractérisent les naines rouges peuvent avoir un effet négatif sur la stabilité de l'atmosphère et le fond de rayonnement des exoplanètes proches d'elles. Néanmoins, les naines rouges sont considérées comme plus favorables que les grandes étoiles comme Sirius ou Vega, car la durée de vie des étoiles géantes est trop courte et le rayonnement est trop destructeur, ne laissant aucune chance à une vie potentielle de se développer. Les naines oranges et jaunes, y compris notre Soleil, sont considérées comme les plus confortables.
Un autre facteur important peut être considéré comme la probabilité de la rotation synchrone, qui dépend de la distance entre l'exoplanète et l'étoile. Les corps célestes situés trop près de l'astre sont constamment tournés du même côté vers elle. Il en résulte une grande différence de température entre leur hémisphère diurne et leur hémisphère nocturne. Un éloignement trop important de la source de chaleur et de lumière fait sortir la planète en dehors de la zone habitable, ce qui réduit considérablement sa probabilité de vie. Il est également nécessaire de tenir compte du type de la composition chimique de l'exoplanète, car le développement d'une vie hypothétique nécessite une certaine série d'éléments chimiques combinés à un relief caractéristique. Les planètes terrestres rocheuses ou les super-terres peuvent offrir des conditions similaires, tandis que les mini-Neptunes n'ont pas de surface solide et que les planètes océans sont déficientes en de nombreux éléments. Ainsi, l'ensemble des paramètres que nous avons recueillis nous permet d'évaluer de manière exhaustive dans quelle mesure les conditions de l'exoplanète sélectionnée sont favorables à une vie hypothétique. Par exemple, la Terre sur un tel schéma semblera extrêmement attrayante, étant une référence naturelle pour d'autres objets. En même temps, Mars, bien qu'elle ait l'indice de similarité avec notre planète la plus élevée de tout le système solaire, présente un certain nombre d'inconvénients évidents. Elle est trop froide, sa masse est trop faible et son déficit en eau est important. Vénus, en revanche, malgré ses similitudes externes avec la Terre, est trop chaude en raison de l'important effet de serre. Et bien que la plupart de ces paramètres se situent dans la zone verte, la température extrêmement élevée est un inconvénient critique de la planète qui annule tous ses avantages. Ainsi, au sein du système solaire, il n'existe pas de planète suffisamment semblable à la Terre pour être considérée comme propice à la vie. Cependant, au-delà de ces limites, près d'étoiles lointaines, plus de 5000 autres mondes ont déjà été découverts, dont certains peuvent être considérés comme similaires aux nôtres à bien des égards. L'un des objets de ce type les plus proches de nous est une exoplanète connue sous le nom de Gliese 1002b. Elle est située à seulement 15,2 années-lumière de notre planète et a été découverte en 2022 grâce à la méthode des vitesses radiales. Cette méthode est efficace pour trouver des exoplanètes relativement proches et consiste à capter les fluctuations subtiles de l'étoile mère causées par le mouvement des objets spatiaux autour d'elle. L'exoplanète est située à proximité d'une petite naine rouge peu lumineuse, connue sous le nom de Gliese 1002. Son rayon ne représente que 14% de celui du Soleil et sa masse est 8 fois inférieure à celle de notre étoile. Étant donné que la température de surface de Gliese 1002 n'est que de 3000 Kelvin, soit environ 2730 degrés Celsius, il n'est pas surprenant que sa luminosité soit extrêmement faible, environ 700 fois inférieure à celle du Soleil. Les observations montrent également que l'objet a un caractère très calme, ce qui est inhabituel pour les étoiles de cette classe. En raison de la faible luminosité de cette naine rouge, sa zone habitable a un rayon et une largeur extrêmement petits. Cependant, l'objet Gliese 1002b est situé près de son bord extérieur et peut être considéré comme potentiellement habitable. D'après les observations, ce corps céleste effectue une révolution complète autour du centre du système en environ 10 jours terrestres, ce qui signifie que le rayon moyen de son orbite est très petit et s'élève à environ 0,046 unités astronomiques. On suppose qu'en raison de son extrême proximité de l'étoile mère, l'exoplanète est très probablement en rotation synchrone et qu'elle est constamment tournée vers elle par le même côté. Les calculs montrent que le corps céleste reçoit 1,5 fois moins d'énergie de son étoile que la Terre n'en reçoit du Soleil et que sa température moyenne de surface pourrait être d'environ 230 Kelvin, soit moins 43 degrés Celsius, ce qui est légèrement plus chaud que sur Mars. Compte tenu du verrouillage par effet de marée et d'un éventuel effet de serre, cela signifie qu'à la surface de l'exoplanète, on pourrait trouver de l'eau liquide et donc des conditions propices au maintien de la vie. Au moins certains organismes terrestres sont capables de survivre dans de telles conditions. Les calculs montrent également que la masse de Gliese 1002b est supérieure de 8% à celle de notre planète et que son rayon ne dépasse celui de la Terre que de 3%. En utilisant ces données, il n'est pas difficile de déterminer l'accélération de gravité à la surface du corps céleste. Elle ne diffère pratiquement pas de la valeur à laquelle nous sommes habitués. Ainsi, la combinaison de tous les facteurs connus suggère que Gliese 1002b est une planète rocheuse, dont la majeure partie est recouverte de glace. En raison de sa taille similaire à celle de la Terre, elle a un IST relativement élevé de 0,86 et dans notre schéma, cet objet ressemblera à ceci.
Dans le même temps, la modélisation du climat de la planète montre que son hémisphère éclairé peut recevoir suffisamment d'énergie pour entretenir un océan d'eau liquide avec des archipels d'îles ou même des continents à part entière. Parallèlement, les déformations de marée du côté de l'astre proche réchauffent l'intérieur de la planète, ce qui ne permet pas d'exclure l'existence d'un océan caché sous la glace, même du côté nocturne de la planète. En outre, Gliese 1002b n'est pas la seule planète du système. Au même moment, on a découvert un objet Gliese 1002c, situé un peu plus loin, soit à distance de 0,074 unités astronomiques du centre. Cette exoplanète effectue une révolution annuelle complète en 21 jours, et sa masse dépasse celle de la Terre d'environ 36%. L'objet reçoit de l'étoile mère 4 fois moins d'énergie que notre planète n'en reçoit du Soleil, de sorte que la température à sa surface est assez basse, de l'ordre de 182 Kelvin ou moins 91 degrés Celsius. Si nous utilisons le schéma développé précédemment, cette exoplanète ressemblera à celle-ci. On peut supposer que les conditions à la surface de Gliese 1002c sont proches de celles observées sur les satellites de Jupiter ou de Saturne. L'activité volcanique accrue due à la masse élevée de la planète pourrait être à l'origine d'un océan caché contenant de l'eau chaude et salée, riche en nombreux composés chimiques. Hypothétiquement, la vie pourrait également apparaître dans de telles conditions, peut-être sous des formes très inhabituelles et inattendues. Bien sûr, parmi la variété d'exoplanètes connues, il est possible de trouver des mondes beaucoup plus chauds et confortables. C'est le cas par exemple de la planète K272e, située à 217 années-lumière de nous. Elle orbite autour d'une petite naine rouge, environ 4 fois moins massive que notre étoile. Son rayon est de 0,33 fois celui du rayon solaire et sa température est relativement basse, atteignant 3360 Kelvin ou environ 3100 degrés Celsius. Les observations réalisées par le télescope orbital Kepler ont montré que l'exoplanète traverse le disque de l'étoile mère tous les 24 jours. Cela signifie que le rayon de son orbite est très petit et qu'il est d'environ 0,1 unité astronomique, ce qui implique que le corps céleste est situé dans la zone habitable et qu'il peut être considéré comme potentiellement habitable. Les données suggèrent également que K272e pourrait être en rotation synchrone ou en résonance orbitale similaire à Mercure. Malgré la faible luminosité de l'étoile, l'exoplanète reçoit 11% d'énergie de plus que la Terre n'en reçoit du Soleil. En supposant que l'atmosphère de K272e soit similaire à celle de la Terre, la température moyenne à sa surface devrait être d'environ 295 Kelvin ou plus 22 degrés Celsius, ce qui est légèrement plus chaud que sur notre planète. En même temps, il faut se rappeler que si le corps céleste est en rotation synchrone, il y aura une forte probabilité de variation extrême de température entre l'hémisphère diurne et l'hémisphère nocturne. En plus de cela, il convient de tenir compte du fait que son étoile mère, comme la plupart des autres naines rouges, est de nature instable et présente souvent des explosions et de grandes éjections de matière stellaire, ce qui peut être préjudiciable à l'atmosphère et à la surface des objets spatiaux proches. Pendant ce temps, les calculs montrent que K272e a un diamètre de 29% supérieur à celui de la Terre et qu'elle est environ 2,2 fois plus massive qu'elle. À partir de ces données, nous pouvons calculer le niveau de gravité à la surface de ce corps céleste. Il est environ 32% plus élevé que celui auquel nous sommes habitués. Ainsi, en combinant toutes les données connues, nous pouvons supposer que cette exoplanète est avec une forte probabilité une super-Terre rocheuse où l'on peut trouver de l'eau liquide et une atmosphère dense. Son indice de similarité est assez élevé et s'élève à 0,87 et dans notre schéma, cet objet ressemblera à ceci. On suppose que les planètes de ce type devraient avoir une grande variété d'éléments chimiques et un relief lisse, favorable à l'origine de la vie. Sans aucun doute, les éruptions fréquentes d'une étoile proche constituent une menace importante pour l'atmosphère. Cependant, un puissant champ magnétique est hypothétiquement capable de dévier les particules du vent stellaire et les océans peuvent protéger leurs habitants des radiations nocives. Dans ce cas, on peut supposer que sur K272e, il est possible de voir des aurores polaires incroyables, bien plus grandioses que sur notre planète. Quant à la biosphère hypothétique qui pourrait se développer sur une telle planète, elle serait probablement très différente de celle de la Terre. Un spectre différent de lumière incidente pourrait amener les plantes indigènes à utiliser des substances alternatives pour la photosynthèse, de sorte que leurs feuilles seraient probablement de couleur violette ou rougeâtre. En outre, des risques de rayonnement excessif peuvent limiter l'émergence de la vie sur Terre ou conduire à la formation évolutive d'adaptations de défense, telles qu'une peau épaisse ou des structures cellulaires spécifiques.
Des caractéristiques similaires sont également connues chez les organismes terrestres, par exemple les tardigrades, les archées et certains champignons. Entre-temps, outre cette planète attrayante à bien des égards, 3 autres planètes ont été découvertes dans le système. 2 d'entre elles, appelées K272b et K272c, sont situées très près de l'étoile mère et sont légèrement plus grandes que notre planète. On suppose qu'en raison des émissions et du vent stellaire d'une étoile proche, elles sont dépourvues d'atmosphère et ressemblent à Mercure. Selon les calculs, la 3e planète, K272d, a une taille comparable à celle de la Terre et son orbite a un rayon d'environ 0,08 unités astronomiques. Elle effectue une révolution complète autour du centre du système en 15 jours environ et se situe près de la limite intérieure de la zone habitable. En raison de sa température élevée, les conditions à sa surface sont susceptibles de s'approcher des conditions vénusiennes et la probabilité d'une origine de la vie est extrêmement faible. Quoi qu'il en soit, la recherche sur ce système est toujours en cours, ce qui signifie que nous aurons encore beaucoup à apprendre à son sujet à l'avenir. Pendant ce temps, tous les objets que nous avons considérés avaient une taille proche de celle de la Terre. Cependant, on sait que la vie est capable de s'adapter à une grande variété de conditions, y compris la forte gravité inévitable sur les planètes massives. Si l'on s'éloigne du système solaire d'environ 1800 années-lumière, on pourra détecter une naine jaune dont les paramètres sont très similaires à ceux de notre étoile. Elle est baptisée Kepler 452. Il s'agit d'une étoile de la séquence principale à peine 3,7% plus massive et 11% plus grande que le Soleil. En 2015, une exoplanète extrêmement remarquable, baptisée Kepler 452b, a été découverte à proximité de cette étoile grâce à la méthode du transit. Des mesures de haute précision ont permis de calculer qu'elle est située à une distance de 1,04 unités astronomiques du centre du système et qu'elle effectue une révolution annuelle complète en 385 jours. Cette position rend la probabilité de verrouillage du corps céleste par effet de marée extrêmement faible, ce qui est sans aucun doute un facteur favorable. Selon les données disponibles, l'objet Kepler 452b est environ 5 fois plus massif que notre planète et son rayon est environ 1,5 fois plus grand que celui de la Terre. Cela signifie que l'accélération de la gravité à la surface de ce corps céleste est 2,2 fois plus élevée que celle à laquelle nous sommes habitués. Un niveau de gravité aussi élevé aide très probablement la planète à conserver une atmosphère dense et lisse également son relief, ce qui pourrait provoquer l'apparition de nombreuses mers peu profondes et chaudes. On pense que ce sont les conditions les plus favorables à l'apparition potentielle de la vie, mais pour l'homme, une telle gravité serait extrêmement inconfortable. On sait également que Kepler 452b reçoit 10% plus d'énergie de son étoile mère que la Terre n'en reçoit du Soleil, et qu'elle se trouve dans sa zone habitable. Les calculs montrent que la température moyenne de la surface de l'objet est d'environ 300 Kelvin, ou plus 27 degrés Celsius, soit 11 degrés de plus que celle de notre planète, ce qui signifie que le climat de Kepler 452b pourrait être proche de celui du Mésozoïque terrestre. Or, avec une certaine composition de l'atmosphère, une telle température peut être dangereuse et conduire à l'accélération de l'effet de serre irréversible jusqu'à la vaporisation complète des océans. Selon certaines hypothèses, c'est un tel processus qui a radicalement changé l'apparence de Vénus il y a plusieurs milliards d'années. Sur la base de la combinaison de tous les facteurs que nous connaissons, nous pouvons supposer que Kepler 452b est très probablement une super-Terre rocheuse, riche en une grande variété d'éléments et de minéraux. On suppose qu'en raison de la teneur accrue en éléments radioactifs, une planète de ce type devrait présenter une activité volcanique et tectonique accrue, et qu'une gravité élevée devrait empêcher la formation de montagnes extrêmement hautes et de failles profondes. Par ailleurs, la proportion de terre et d'océan à la surface de Kepler 452b devrait être différente de celle de la Terre. Par conséquent, cette exoplanète peut avec une forte probabilité représenter un océan sans fin parsemé d'archipels. Si nous nous éloignons des chiffres secs et essayons d'imaginer à quoi pourrait ressembler la vie sur cette planète étonnante, si semblable à la Terre et en même temps différente d'elle à bien des égards, alors un spectacle vraiment fantastique se présentera devant nous. L'abondance probable de mers chaudes et peu profondes permet d'espérer une grande variété de formes de vie aquatique, des plus petites aux plus impressionnantes. Quant aux créatures terrestres, elles seront très probablement représentées par des arbres trapus au tronc épais et des plantes herbacées rampantes.
Étant donné que le spectre de l'étoile mère dans ce système est proche de celui du Soleil, la couleur des parties photosynthétiques des plantes locales nous sera très probablement familière, verte ou bleuâtre. Nous pouvons également nous attendre à une variété de petits animaux dotés d'os et de muscles solides. Une autre voie de développement concerne les créatures dotées d'un squelette externe, comme les arthropodes terrestres. En ce qui concerne les créatures volantes, les avis des exobiologistes sont partagés. Certains pensent que la gravité élevée sera un obstacle insurmontable au vol, tandis que d'autres suggèrent que la densité élevée de l'atmosphère sera un facteur favorable décisif en la matière. Quoi qu'il en soit, nous avons encore de nombreuses années de recherche devant nous avant de pouvoir affirmer avec certitude que cette planète est réellement propice à la vie. Du point de vue de l'échelle de l'espace, notre planète n'est qu'un petit fragment rocheux volant à grande vitesse à travers le vide sans fin. Pendant des milliards d'années, il tourne sur son orbite, se maintenant à une distance d'environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Cependant, la taille réelle de notre système est bien plus grande. Selon les idées modernes, sa frontière externe, formée par le bord extérieur de l'hypothétique nuage de Oort, se situe à une distance d'environ 100 000 unités astronomiques. Au-delà de cette frontière s'ouvre l'abîme sans fin du vide interstellaire, un espace si raréfié qu'il n'y a en moyenne qu'un seul atome d'hydrogène par centimètre cube. Les distances entre les étoiles les plus proches dans notre partie de la galaxie sont de l'ordre de plusieurs années-lumière, et un photon sortant du Soleil peut atteindre Proxima Centauri sans jamais entrer en collision avec une particule de matière. Ce vaste vide est omniprésent et fait partie intégrante de la structure sous-jacente du cosmos. Il imprègne toute la Voie lactée séparant les étoiles et les planètes, les trous noirs et les naines blanches, les pulsars superdenses et les nébuleuses dispersées par un gouffre insurmontable. Si vous vous déplacez à l'extérieur de la galaxie, vous pouvez constater qu'elle est entourée d'un vide encore plus profond. Par exemple, entre nous et la galaxie d'Andromède, il y a 2,5 millions d'années-lumière d'espace super raréfié. Cette distance est si vaste que 25 galaxies comme la nôtre pourraient y tenir, mais elle n'est remplie que par le vide spatial le plus profond. Et ce n'est qu'une petite partie du grand abîme cosmique. La Voie lactée, la nébuleuse d'Andromède et la galaxie du Triangle, ainsi qu'une centaine de leurs satellites, sont liés par des filaments de gravité invisibles et omniprésents. Cette structure, appelée groupe local, est un grand amas de matière cosmique d'environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. À son tour, le groupe local fait partie d'une formation encore plus grande. Un filament galactique relativement petit par rapport aux normes de l'univers, appelé la feuille locale. Cette structure aplatie, composée de plusieurs centaines de galaxies, a un diamètre d'environ 46 millions d'années-lumière et une épaisseur d'environ 5 millions d'années-lumière. La feuille locale fait toutefois partie d'une association encore plus vaste, le superamas de la Vierge. Cependant, tout près de la feuille locale, l'espace extra-atmosphérique change soudainement d'aspect. Ici, la diversité de couleurs habituelle de l'univers est perturbée par un gigantesque gouffre noir connu sous le nom de vide local. En fait, la feuille locale est l'une de ses parois, tandis que les autres frontières conventionnelles sont le superamas de Persée-Poisson et le superamas du Pan indien. Dans le même temps, le vide est divisé en parties conventionnelles par plusieurs filaments galactiques épars, et de larges passages le relient en un seul réseau avec les vides du Sculpteur et d'Hercule qui se trouvent à côté. En raison de l'expansion cosmologique de l'univers et de l'influence gravitationnelle de la matière environnante, le volume du vide local augmente lentement. Actuellement, son diamètre est d'environ 150 millions d'années-lumière et la distance au centre est d'au moins 70 millions d'années-lumière. Pendant ce temps, le bord le plus proche de ce vide cosmique est situé très près de la Terre, à une distance d'environ 3,2 millions d'années-lumière. En raison de cette proximité, le vide local occupe une part importante du ciel nocturne de notre planète, environ 40%. Le plan principal de la Voie lactée, qui contient de nombreuses étoiles brillantes et de grandes nébuleuses, nous voile la partie centrale de cette région, mais ses bords restent accessibles à l'observation. En 1854, une galaxie spirale naine nommée NG 6503 a été découverte un peu au nord de la constellation d'Hercule. Plus tard, avec le développement des techniques d'observation, on s'est rendu compte qu'elle se trouvait au milieu du vide local et qu'elle se distinguait par son incroyable aspect multicolore. Les bras spiraux de la galaxie sont imprégnés de caillots d'hydrogène chauffés d'un rouge vif et les nébuleuses bleues brillantes sont les lieux de naissance des étoiles. Le centre est assombri par des nuages de gaz froid et de poussière qui ont une couleur brune noble. Le diamètre de NG 6503 est d'environ 30 000 années-lumière et la distance de la Terre atteint 17 millions d'années-lumière.
Grâce à la gravité du super-amas de la Vierge, cette galaxie s'approche de nous à une vitesse d'environ 43 km/s. On pense que l'approche progressive de la feuille locale finira par saturer son espace d'hydrogène interstellaire, ce qui entraînera une augmentation de la formation d'étoiles. Selon les calculs, dans quelques milliards d'années, le nombre de jeunes étoiles pourrait doubler par rapport à son nombre actuel et la petite galaxie brillerait avec une vigueur renouvelée. Le mouvement de NG 6503 est une démonstration claire de la façon dont les vides se sont probablement formés. On pense que les fondements de la structure à grande échelle de l'univers ont été posés dans les premières minutes de son existence, au moment du mélange chaotique de la matière et de l'énergie. Des cataclysmes cosmiques d'une puissance incroyable ont secoué le jeune univers, formant des compactions et des vides locaux. Par la suite, les caillots de matière sont devenus des nuages protogalactiques et les espaces de densité réduite sont devenus des vides. Au fil du temps, l'influence omniprésente de la gravité a intensifié ce contraste, attirant les étoiles et le gaz cosmique dans des amas relativement denses, rendant l'espace des vides encore plus raréfié. Les observations montrent que la grande majorité des galaxies se sont formées il y a entre 10 et 13 milliards d'années. De plus, aucune différence significative n'a été observée entre les âges des galaxies situées dans les vides et celles qui forment des filaments globaux. Ce fait confirme également la théorie moderne de la formation de la structure à grande échelle de l'univers. Pendant ce temps, connaissant l'expansion cosmologique de l'espace, nous pouvons supposer qu'avec le temps, le vide local deviendra plus grand et plus raréfié et que le super-amas de la Vierge se désintégrera progressivement en plusieurs groupes indépendants. Actuellement, il s'agit d'une association d'environ 30 000 galaxies, concentrées dans une région de l'espace d'un diamètre d'environ 200 millions d'années-lumière. Dans le même temps, la masse totale de l'amas est d'environ 1,5 quadrillion de masse solaire, ce qui équivaut à environ 1 millier de galaxies comme la Voie lactée. Le super-amas de la Vierge est partiellement contigu à deux autres super-amas galactiques, les super-amas du Centaure et du Pan Indien. En même temps, un autre de ses côtés borde une vaste région presque dépourvue de matière. Il s'agit du vide du Taureau, l'un des plus grands vides cosmiques connus. L'étude de cette partie de l'espace extra-atmosphérique se heurte à de grandes difficultés. Le fait est que la majeure partie du vide se situe dans ce qu'on appelle la zone d'évitement, un secteur qui nous est occulté par le plan de la Voie lactée. Les étoiles brillantes de notre galaxie éclipsent les sources plus faibles et plus éloignées, et la matière interstellaire absorbe et diffuse leur lumière. Toutefois, grâce aux recherches dans le domaine infrarouge, nous avons encore une certaine idée de la structure de ce vide. Le diamètre de ce vide grandiose est d'environ 200 millions d'années-lumière et la distance au centre est d'environ 150 millions d'années-lumière. En observant le vide, on remarque immédiatement une frontière étonnamment claire entre un espace relativement vide et un amas lumineux de galaxies situé beaucoup plus loin. Il s'appelle le super-amas de Persée-Poisson et est l'un des plus grands de cette partie de l'univers. Une transition aussi nette est typique des nuages de poussière. Cependant, les études infrarouges ne confirment pas leur présence. Selon toute vraisemblance, la frontière nette entre le vide et le super-amas est due à des raisons gravitationnelles, mais le mécanisme exact de leur action reste à découvrir. Entre-temps, il est suggéré que le vide du Taureau, comme la plupart des autres vides cosmiques, ne soit pas aussi vide qu'on pourrait l'imaginer. Les distorsions de la lumière qui le traversent suggèrent que cette région pourrait cacher dans ses profondeurs de gigantesques nuages de gaz et de poussière, berceaux de futures galaxies. Selon d'autres hypothèses, d'énormes masses de matière noire pourraient être cachées à l'intérieur du vide. La substance la plus mystérieuse de l'univers, dont les propriétés ne sont pas encore complètement comprises. Les idées les plus audacieuses placent des caillots d'antimatière ou de matière encore plus exotique de masse négative au centre des vides cosmiques. Cependant, malgré leur audace, ces hypothèses se situent en dehors des limites des concepts scientifiques généralement admis, ce qui rend difficile leur vérification expérimentale. Actuellement, seules 2 galaxies distinctes ont été découvertes, perdues dans l'espace du vide géant. L'une d'elles, UGC 2627, a une structure en spirale et est similaire à la Voie lactée, tandis que la seconde, connue sous le nom d'UGC 2629, est une galaxie naine elliptique. Les deux objets sont situés presque au cœur même du vide, à une distance d'environ 185 millions d'années-lumière de nous. Mais la distance qui les sépare est petite, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Il est possible que d'autres galaxies solitaires se cachent dans l'espace vide, mais le disque de la Voie lactée ne nous permet pas de les voir. Pendant ce temps, le super-amas de la Vierge avec 4 autres super-amas forme un filament galactique géant appelé l'Aniakea. Il contient plus de 100 000 galaxies et s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière dans l'espace. Son centre gravitationnel est le Grand Attracteur, un mystérieux super-amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre.
À son tour, la Niakéa fait partie d'un vaste flux galactique, et en dézoomant encore plus, on peut voir que la majeure partie est entourée d'un abîme noir d'une ampleur sans précédent. Dans ce vide se noie la lumière des galaxies lointaines, et même les mystérieux et insaisissables neutrinos mettent des milliards d'années à traverser cet abîme cosmique. Et il est difficile de croire que malgré tout le développement des technologies d'observation, un vide aussi gigantesque a été remarqué il y a seulement 10 ans. « 2013, Université du Wisconsin à Madison. Une équipe d'astronomes dirigée par la professeure Amy Barger cherche à déterminer l'éloignement des galaxies. Au cours de la recherche, un fait inattendu et stupéfiant est révélé. Il s'est avéré que la Niakéa, ainsi que la plupart des superamas adjacents, sont entourés d'un vide cosmique d'une ampleur sans précédent. Après avoir effectué des calculs, les scientifiques ont constaté que son diamètre dépasse la taille de tous les vides connus jusqu'à présent. L'ampleur du vide découvert était si énorme qu'elle remettait en question plusieurs principes cosmologiques fondamentaux. Évidemment, l'univers s'est avéré bien plus complexe qu'on l'imaginait. Les recherches d'Amy J. Barger, Ryan Kinnan et Lennox Cowie ont apparemment conduit à l'une des plus grandes découvertes astronomiques de ces dernières années. Leurs travaux ont montré que notre galaxie ainsi que ses environs se trouvent au milieu du plus grand supervide connu de la science. Il a été baptisé KBC d'après les premières lettres des noms des découvreurs. Les observations montrent que la forme du vide géant est proche de celle d'une sphère et que son diamètre pourrait dépasser 2 milliards d'années-lumière. Selon les calculs, la Voie lactée se trouve à quelques centaines de millions d'années-lumière du centre conventionnel du grand abîme cosmique et à peu près à la même distance de son bord. La découverte d'une gigantesque bulle de vide autour de la Niakéa a permis d'expliquer le paradoxe qui occupe les scientifiques depuis de nombreuses années. En effet, toutes les galaxies de l'univers s'éloignent progressivement les unes des autres en raison de l'expansion cosmologique. La mesure de la vitesse de ce mouvement permet de calculer ce que l'on appelle la constante de Hubble, une constante physique fondamentale qui caractérise le taux d'expansion de l'espace. Cependant, si l'on prend les galaxies les plus proches de nous pour calculer la constante de Hubble, il s'avère que le reste de l'univers se dilate trop lentement. A l'inverse, si l'on se base sur des objets lointains, le voisinage de la Voie lactée se déplace plus vite qu'il ne le devrait. La découverte du vide a remis les choses à leur place. En effet, les galaxies qui s'y trouvent, y compris la Voie lactée et ses voisines, subissent constamment une influence gravitationnelle supplémentaire de la part d'objets situés à l'extérieur du vide. Cela crée une force supplémentaire qui étire progressivement notre amas dans différentes directions. Il est également surprenant que le vide KBC soit si immense qu'il comprend non seulement des superamas de galaxies, mais aussi d'autres vides. Par exemple, le vide local ainsi que le vide du taureau font partie de sa structure. Il s'avère que, comparé à d'autres vides, le vide KBC semble certes grand, mais pas si vide. Néanmoins, dans le contexte de la partie observable de l'univers, dont le diamètre selon les calculs atteint 92 milliards d'années-lumière, il n'est lui aussi qu'une tache sombre à peine perceptible. Si nous regardons la carte globale de l'univers, nous y verrons de nombreuses taches sombres, à leur échelle proche de celle du vide KBC. La plupart d'entre elles s'inscrivent facilement dans le cadre des théories physiques modernes, tandis que d'autres présentent des propriétés surprenantes et étranges, difficiles à expliquer du point de vue de la science. Et l'un des plus remarquables de ces mystères cosmiques est le vide de l'Éridan, également connu sous le nom de point froid CMB. Selon les calculs, son diamètre est estimé entre 500 millions et 1 milliard d'années-lumière, et sa distance à la Voie lactée est comprise entre 6 et 10 milliards d'années-lumière. Cela signifie que cette formation est l'un des éléments les plus étendus de la structure à grande échelle de l'univers. Le vide est situé dans l'hémisphère sud du ciel terrestre et y occupe une surface impressionnante, plusieurs fois plus grande que la pleine lune. Cependant, il est impossible de le voir à l'œil nu. Le point froid CMB n'est visible qu'à l'aide de télescopes spéciaux qui étudient l'espace dans le spectre des micro-ondes. Grâce à eux, les astronomes ont découvert qu'à l'intérieur du point froid, le fond diffus cosmologique de l'univers est environ 70 microkelvin plus froid que la moyenne de la métagalaxie. Cet écart est près de 4 fois supérieur à la plus forte anomalie enregistrée précédemment, et sa taille gigantesque en fait un objet véritablement énigmatique qui nécessite une étude approfondie. On pense aujourd'hui que le fond diffus cosmologique qui traverse des centaines de millions d'années-lumière de vide profond subit l'influence gravitationnelle de superamas galactiques lointains. Ainsi, l'écho omniprésent du Big Bang perd de l'énergie, ce qui fait que le point froid CMB apparaît plus froid sur les images que son environnement.
Néanmoins, cet effet ne peut pas expliquer entièrement le refroidissement excessif du fond diffus cosmologique. Selon les calculs, l'attraction des galaxies externes ne peut expliquer qu'un quart de la déviation observée. On suppose que les 75% restants de l'effet peuvent être dus à l'impact d'une hypothétique matière noire ou énergie noire concentrée dans les profondeurs du vide. Cependant, il faudra attendre très longtemps avant que nous puissions vraiment élucider ce mystère cosmique. Il est extrêmement difficile à l'esprit humain de s'imaginer toute la grandeur de l'univers. Il recèle une infinité de mystères et de secrets, une multitude innombrable d'objets des plus divers et des étendues sans fin d'espace inexploré, à jamais cachés au regard curieux. On ne peut que supposer quelles autres anomalies uniques se tapissent dans les sombres profondeurs du cosmos. Il est fort possible qu'un jour, elles bouleversent notre vision de l'univers et de notre place en son sein.